Déjà, je pense que la base du business, c'est un, créer un produit qui résout un problème. Deux, articuler cette valeur de manière au fait que les autres y voient de la valeur, parce que tu as des gens qui créent des produits incroyables, mais ils sont incapables d'articuler cette valeur et que les autres la réalisent. On se rend compte aussi que si le matin tu te lèves pas pour performer dans quelque chose, tu vas peut-être pas être aussi heureux que tu l'imagines parce que l'être humain a besoin d'une quête. Bienvenue dans BrandZone, le podcast qui décrypte les stratégies d'influence, de branding et de communication sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, des experts et des créateurs te partagent leur parcours et leurs conseils pour développer ton image et ton activité. Bonjour David, bienvenue dans BrandZone. Salut Benoît. Aujourd'hui, tu nous reçois pour une interview un peu exceptionnelle puisqu'on te voit dans tes bureaux ici à Paris pour parler un peu de toi et de ton business. Donc je t'avoue que j'étais un peu impressionné en préparant l'interview, je regardais un peu les chiffres. Donc je vois que sur YouTube, tu as 900 000 abonnés, ce qui est quand même monstrueux pour un coach. Donc bientôt le million, on te le souhaite. 91 millions de vues cumulées, rien que ça. Et alors, j'ai vu aussi que tu formes des gens, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Mais il y a un chiffre, avant qu'on parle de ton parcours, j'aimerais qu'on parle de ce chiffre qui est quand même assez incroyable. C'est que tu as 93% des gens que tu as formés qui sont satisfaits. C'est juste incroyable. Comment tu as réussi à avoir autant de gens... sur 40 000 retours, du coup, d'avoir un taux aussi important. Déjà, ça demande de l'obsession, d'essayer de se réinventer. Moi, un des trucs qui m'a marqué dans toutes les interviews business que j'ai fait, je me rappelle quand j'interviewe Paulin Desmentons, qui était le fondateur de Drivey, qui a été vendu à Gatorand. Et quand il arrive, je lui dis voilà, je suis un de tes clients, j'utilise Drivey, donc les sociétés de location de voitures. Et ça m'a marqué parce qu'il était vraiment sincèrement en mode qu'est-ce que tu penses de mon service, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je dois améliorer. Et en fait, c'est un des points communs que j'ai vu chez plein d'entrepreneurs qui m'ont marqué vraiment, c'est cette obsession customer-centric, d'être obsédé sur le client. Et moi, je suis dans une industrie où des fois, il y a un peu de complaisance quand même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vends, tu es content. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui arrivent et qui disparaissent, qui restent pas très longtemps. Et donc, c'est d'être au contact des clients, les appeler, leur demander qu'est-ce qui manque. Là, par exemple, hier, on a pris 10, on a la partie EdTech. Donc, on a pris dans le top 30 des users qui utilisent le plus notre outil tech. Et on leur a fait une surprise en les invitant dans les bureaux. Et j'ai passé 1 heure et demie à leur demander comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer. Donc ça, je pense que c'est vraiment un ingrédient, d'être proche du client, demander ce qu'on peut améliorer et ensuite exécuter. Typiquement, la Loop, les gens n'ont pas acheté à la base. C'est-à-dire que quand ils ont acheté les premières versions du programme, ça y était pas. Et on est arrivé avec une innovation technologique. On a déjà 3000 loops qui ont eu lieu, donc 3000 sessions collaboratives de pratique ensemble. Et ça crée un effet waouh. Et donc j'essaie qu'on se réinvente à tous les endroits. Moi, sur mon expertise du coaching, sur le choix des intervenants qu'on va chercher. Là, en ce moment, on est vraiment beaucoup sur chercher des PhD, négociateurs du GIGN. Ça va être sur le design des slides, travailler avec des designers, essayer de faire un petit peu mieux à chaque fois, sur le montage des vidéos. Je pense que c'est ça qui crée le wow effect. J'aimerais qu'on vienne aussi un peu à la jeunesse de ton histoire, de ton parcours. Et un autre peut-être paramètre important, c'est de créer des garanties qui soient suffisamment fortes pour que la personne qui sent qu'elle démarre et que ça lui va pas, elle puisse vraiment rembourser en un clic. Ça, c'est un truc que nos clients ils adorent. C'est qu'au lieu d'envoyer un mail, soit compliqué, dans la plateforme Paradox, tu vas dans ton interface, tu cliques en un clic, demander le remboursement. Si tu es dans la période de garantie, tu es remboursé en un clic. D'accord. Et ça permet au moins que les clients pour qui il n'y a pas de fit, ils partent. Et du coup, tu continues l'aventure avec ceux pour qui c'est un fit et donc tu as plus de chances d'avoir de la satisfaction. Il y a beaucoup de sujets à voir sur Paradox, mais avant ça, j'aimerais déjà commencer un peu par ton parcours. Ouais. Parce que là, je vois face à moi un mec plein d'assurance. Tu es un des coachs les plus référents en France, voire le coach. Mais quand tu étais jeune, je crois que tu étais plutôt assez timide. Est-ce que tu peux déjà un peu nous raconter ton parcours, comment tu es arrivé à ce niveau-là ? Donc moi, je suis le fils unique de 2 parents qui ont divorcé quand j'avais 2 ans. Un papa qui a été abandonné par sa famille. Donc ça l'a beaucoup marqué sur la partie sécurité financière qui, par ricochet, m'a marqué. Ma maman, elle est fille d'agriculteur. J'ai grandi avec 2 parents aimants. Mon père parfois un petit peu bancal, sans faire exprès encore une fois, lié à son histoire, dans la manière de me faire sentir qu'il était fier de moi ou quoi. Et donc j'étais complexé, mal dans ma peau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs formes de timidité. J'étais pas le timide associable, mais j'étais la personne qui se comparait en permanence avec ceux qui étaient capables de faire quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Donc faire rire la classe, faire rire une fille, être à l'aise socialement. Et donc vu que je me comparais toujours aux meilleurs de différents aspects, je me trouvais régulièrement nul. Et ça créait beaucoup de colère, de frustration envers moi, manque d'amour de moi.
c'est ça qui va faire que je vais essayer de trouver des solutions. Il y a tout un tas de facteurs dont j'ai parlé plein de fois. Ma mère qui me dit écoute, j'en ai marre que tu te plaignes parce que j'étais tout le temps en train de râler sur les profs, sur mon père. Et il me dit écoute, j'en ai marre, si ta vie elle te va pas, tu la changes. Mais moi, j'ai plus envie de t'entendre. Ce qui a créé une rupture dans notre relation, mais qui était aussi un vrai cadeau. La prof de français qui nous fait faire du théâtre, pareil, violent pour moi, mais ça m'a permis de voir que si je bosse, moi qui avais jamais la moyenne à l'oral, je pouvais avoir des bonnes notes et donc avec le travail, je pouvais y arriver. Je me suis inscrit au rugby, pareil, c'était violent, j'avais pas du tout le gabarit, mais ça a changé ma vie parce que j'ai eu des mecs qui m'ont regardé dans les yeux en disant écoute, j'ai confiance en toi, va sur le terrain, donne tout. Et la culture aussi d'entraide. Et après, la découverte de la psychologie, de la performance, de tous ces bouquins il y en a plein là qui sont derrière toi, qui ont vraiment changé ma vie. Et j'étais vraiment dans cette obsession de lire, d'étudier, d'écouter, d'apprendre, d'appliquer. Et progressivement, ça a commencé à m'aider à être plus à l'aise avec mon père, avec les filles. J'embarquais avec moi mon meilleur ami en boîte de nuit, essayer de les séduire. Et j'ai toujours fait du montage vidéo, j'adore la tech, je faisais des études d'ingénieur en informatique. Et donc là, je me suis dit, ce qui serait incroyable, c'est d'organiser mes premiers ateliers conférences pour essayer de partager ce que j'apprends. Et ça va créer un cercle vertueux. J'apprends, je transmets, j'essaye d'aider les gens et ça boucle comme ça. Et alors, j'ai lu aussi dans quelques interviews que tu avais appris l'art oratoire devant un miroir. Alors, je sais, devant un miroir, j'en sais rien, mais par contre, il y a un truc que je faisais beaucoup, qui faisait rire ma femme, parce que ça fait 14 ans qu'on est ensemble, que je fais moins, je le fais à des occasions particulières, que je faisais énormément quand elle m'a rencontré, c'est que je parlais beaucoup sous la douche. Mais pas comme un fou, c'est-à-dire que je crée des scènes qui pouvaient avoir lieu, je sais pas, la scène d'aller parler à ma banque, la scène de me retrouver sur scène, et je faisais en boucle des échanges pour apprendre à articuler mes idées, à faire fluctuer ma voix, créer les silences. Ça, j'ai fait ça, mais je faisais ça tous les jours. Et à force, ça m'a aidé à articuler mes idées, savoir quoi répondre à une question difficile. Donc je vais le faire, tu vas en parler tout à l'heure de Mathieu Stéphanie, qui m'a dit tiens, je vais te poser des questions difficiles quand je vais t'interviewer. Donc il m'avait pas dit lesquelles. Et donc typiquement, ça va être les rares occasions maintenant où la veille, le matin, dans la douche, je vais visualiser les questions les plus chiantes qu'il pourrait me poser et y répondre pour qu'au moment où il me les pose, ça soit pas inconfortable. Et ça a été le cas? Ouais, ça a été le cas. J'ai d'ailleurs reçu des gens qui m'ont dit mais comment tu fais pour être à l'aise avec des questions difficiles? Mais je lui dis l'entraînement sous la douche quoi. Et je crois aussi savoir que tu t'es aussi inspiré de beaucoup de grands entrepreneurs, que tu regardais beaucoup leurs vidéos pour un peu assimiler leur façon de travailler, leur façon de parler. Moi j'adore, je le fais moins aujourd'hui. Je pense qu'avec l'âge, j'ai un peu plus trouvé ma personnalité, qui j'étais, qui j'avais envie aussi d'exprimer au monde. Mais au début, je me rappelle, dans VLC, il y a une fonction qui est Repeat AB, qui sert à rien quasiment, c'est-à-dire que tu peux répéter un segment en boucle. Je me rappelle regarder en boucle Obama qui rentre sur scène, juste comment il marche, comment il regarde la scène, la salle, enfin, l'immense salle même plutôt, son mouvement de tête, sa voix. Je regardais en boucle des passages de films, comment Brad Pitt y marchait. Donc j'ai passé beaucoup de temps à être dans une forme d'observation-répétition au début pour essayer de trouver des formes de modèles mentaux de comment être plus à l'aise socialement. Donc tu l'expliquais tout à l'heure, tu as appris par toi-même et en lisant et aussi en regardant des experts, des entrepreneurs. Comment tu as eu l'envie de devenir un peu coach pour aider les gens dans le boulot, dans l'entrepreneuriat? En fait, ça se fait simplement. Moi, je fais mes études d'ingénieur, je découvre, comme je disais, la psychologie, et je découvre l'accompagnement au sens large. Moi, je me suis formé sur des dizaines de méthodes différentes. Donc aujourd'hui, dev perso, coaching, c'est des grosses cases dans lesquelles il y a une infinité de techniques et mouvements différents. Ça change tellement ma vie que en fait, j'ai envie de transmettre et partager. Et en fait, je vais me rendre compte que transmettre, j'adore ça, j'adore partager, j'adore expliquer. Et j'adore aussi accompagner et coacher. Ce qui est vraiment deux métiers, on a tendance aujourd'hui à mettre le mot coaching un peu pour tout. Mais le vrai coaching, c'est l'art de poser des questions sans donner des conseils, faire émerger la réponse, qui est très différente de plein de gens qui se disent coach, mais qui en fait sont plus formateurs / consultants qu'ils ne sont coach. Pour moi, c'est deux métiers qui n'ont rien à voir, à part qu'ils ont en commun de pouvoir aider une personne à être plus performant dans quelque chose. Donc c'est ça qui va m'amener à faire ça, faire des vidéos, me donner des défis. À Lyon, j'avais fait un deal avec une entrepreneur qui avait une entreprise de langue, et donc les gens, les clients en fait quittaient les lieux, quittaient les bureaux à 18h, et donc j'avais accès aux lieux de 18 à minuit pour organiser des ateliers, et j'en faisais un ou deux par soir
pour m'entraîner 3 à 5 fois par semaine. Et ça, progressivement, ça a fait progresser à l'oral. Souvent, ce que je disais à l'époque, c'est, je pense qu'en 3 ans, j'ai fait plus de confs et d'ateliers que des personnes en 10 ans. Parce que quand on fait 2 par soir pendant des mois, tu progresses vite. Alors c'est vrai, quand on t'écoute, on a l'impression que c'est assez facile, alors que pas du tout. Un entrepreneur qui a une idée, s'il a un très bon coach, est-ce qu'il peut marcher, par exemple? Et à l'inverse, si l'idée est plutôt moyenne et qu'il est très bien coaché, est-ce que ça peut ne pas... C'est-à-dire qu'en gros, ma question, c'est est-ce que le coaching peut tout faire si on a un mauvais produit, par exemple? Non, clairement, je pense pas. Enfin, déjà, je pense que la base du business, c'est un, créer un produit qui résout un problème. Deux, articuler cette valeur de manière au fait que les autres y voient de la valeur, parce que tu as des gens qui créent des produits incroyables, mais ils sont incapables d'articuler cette valeur et que les autres la réalisent. Pour moi, ce que pourrait faire un coach business dans le cas exemple précis, c'est à la limite de permettre à la personne de réaliser que ses chiffres, ses KPI, ses indicateurs sont mauvais, parce que le produit ne résout pas de problème. Il y a beaucoup de personnes qui ont un peu le syndrome de l'artiste, de se faire kiffer, à essayer de créer quelque chose qui semble cool, mais le marché en veut pas. Et même des entrepreneurs légendaires vont se tromper parfois en se rendant compte qu'en fait, il n'y a pas vraiment de marché, il n'y a pas vraiment de besoin. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, en ce moment, on parle beaucoup de personal branding, un peu comme une recette magique. En l'occurrence, on peut pas tout faire avec le personal branding. Non. Déjà, le personal branding, en fait, c'est chaque décennie, tu as un petit peu le courant des nouvelles techniques à la mode. Le personal branding, c'en est une, mais c'est loin d'être facile. Là, on a un biais avec les réseaux sociaux et avec les médias de manière générale à voir ce qui arrive. Et donc, tu as une impression de facilité. C'est-à-dire que tu vois effectivement des gens sortis de nulle part depuis leur salon, d'un coup avoir des 300 000 abonnés, 1 million, etc. Tu as l'impression que c'est facile. Mais c'est extrêmement dur en fait de créer une personal brand. Parce que tout le monde n'a pas une personnalité extrêmement divertissante, ce qui n'est pas mon cas par exemple. Tout le monde n'est pas un expert ultra pointu qui, en plus de ça, sur les réseaux, a une capacité de vulgarisation et de pédagogie et de storytelling. Donc, ça prend beaucoup de temps de développer ça. En plus, tu as toute la partie technique des réseaux sociaux, de savoir faire le montage de tes vidéos, comprendre un minimum les algorithmes, créer des accroches qui soient percutantes. Moi, souvent, paradoxalement, j'ai plein de gens qui viennent me voir, forcément avec des questions sur comment on cartonne sur les réseaux sociaux. Et je leur dis, mais en fait, qu'est-ce qui te fait penser que pour toi, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la meilleure stratégie pour développer ton business? Et souvent, les gens bug, parce qu'en fait, ils ont juste pris ça parce que tout le monde en parle. Mais beaucoup de gens cartonneraient plus. Par exemple, quelqu'un qui est très bon dans la relation sociale, mais je parle one-on-one, très facile pour lui de connecter avec des personnes, très facile pour lui de rencontrer des gens, d'aller dans des lieux. Peut-être cette même personne n'est pas à l'aise en caméra. Le chemin qu'elle va devoir parcourir avant de comprendre les formats, être à l'aise en caméra, il est peut-être énorme. Et elle fait une compétition avec tout le marché francophone. Alors que si elle est bonne socialement, elle peut aller dans plein d'événements, connecter, créer des deals et potentiellement ses 100 premiers 1000 euros de chiffre d'affaires, elle va les faire beaucoup plus rapidement en allant sur le terrain que sur les réseaux. Et beaucoup de gens pensent que j'ai réussi grâce au réseau, mais en fait, ça m'a fait accélérer, mais c'est pas ça qui marche. Au début, ce qui marche pour moi, c'est atelier, encore une fois, présentiel, tous les soirs, dans lequel, à chaque fin d'atelier, je vends un événement de 2 jours. Dans cet événement de 2 jours, je vends un accompagnement sur la durée, sur un an, et je vais faire ça en boucle. Donc mes 100 premiers 1000 euros, ils vont en réalité être peu liés au réseau. Les réseaux, ça va me faire passer de 100 000 euros de chiffre d'affaires à 1 million, de 1 million à 3, de 3 à 5, etc. Mais je pense que, un, ça ne résout pas tout les personal branding, et deux, il y a des stratégies qui sont potentiellement plus percutantes. Là, j'ai une boîte dans laquelle j'ai investi. Le fondateur, il me dit, voilà, moi, j'ai pas envie d'être sur les réseaux, quoi. Je sais pas là où je suis bon. Moi, je suis bon pour créer des top produits, créer une super équipe, et il est sur les réseaux, mais via sa marque et pas uniquement via lui. Donc pour moi, je vais pas cracher dessus, hein. Ça a changé ma vie. J'adore le fait de pouvoir créer une personal brand, mais je veux pas que les gens ça m'attriste quand les gens s'enferment dans une voie qui est pas pour eux, se comprennent pas pourquoi ça marche pas. Mais c'est comme si j'ai le corps d'un marathonien et je m'entête à jouer aux Jeux Olympiques en piscine. C'est mort. Parce qu'il faut un gabarit pour réussir dans un domaine donné. Donc c'est un peu pareil dans tous les métiers. Et alors, quand tu coaches quelqu'un, concrètement, comment ça se passe? Un entrepreneur vient te voir et te dit, voilà, je veux scaler ma boîte, j'ai besoin que tu m'aides. Comment ça se passe? Donc déjà, je vais utiliser un framework de base qui va me permettre de diagnostiquer, ok, c'est quoi l'objectif que tu cherches à accomplir? Donc, à quoi ressemble la victoire? Et souvent, les gens ne sont pas clairs là-dessus. Même des gens smart, hein. C'est-à-dire que la victoire, elle n'est pas vraiment très claire. Parce que est-ce que tu veux de la notoriété? Est-ce que tu veux du chiffre d'affaires? Est-ce que tu veux du profit? Est-ce que tu veux de la croissance? Est-ce que tu veux une équipe de tueurs? Bien sûr, on veut tout. Mais en priorité,
La victoire, tu la définis comment? Et tant que t'es pas clair là-dessus, c'est difficile de mettre en place un plan d'action très basique, mais même des gens à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça qu'on détermine. Ensuite, une fois qu'on sait, ok, voilà ce que tu veux, qu'est-ce qui te bloque? C'est quoi la réalité objective du présent? Donc, qu'est-ce qui fonctionne pas? C'est quoi tes blocages externes selon toi? Donc, il me manque un head of marketing, il me manque des médias, il me manque une gestion légale, peu importe. Et les blocages internes. Bah, c'est vrai que j'ai peur de m'exposer à plus haut niveau parce que j'ai été marqué, je sais pas, dans mon enfance par mon père qui s'est fait critiquer publiquement et donc j'ai un peu peur de me confronter à des médias plus traditionnels ou à plus d'audience. Donc là, c'est quoi les blocages internes qui t'empêchent d'y arriver? Ensuite, je vais demander à la personne, plus sur la partie croyance, qu'est-ce que tu crois aujourd'hui qui quelque part t'empêche d'avoir le résultat que tu veux? Et à l'inverse, qu'est-ce que tu as besoin de croire pour obtenir le résultat que tu veux? Ça peut être des trucs basiques. Là, j'ai un entrepreneur, quelqu'un qui a créé une boîte qui a été vendue à plus de 100 millions, qui est dans une aventure suivante. Et donc, on fait un coaching ensemble parce que c'est une industrie qui est très, très, très dure. Il n'arrive pas à avoir les chiffres qu'il veut. Moi, c'est un domaine que je ne maîtrise pas, donc c'est pas moi qui dois lui dire comment il doit faire. Donc, je fais ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi la réalité? Et ensuite, en fait, en creusant avec lui, ce que je vais me rendre compte, c'est que il essaie de déléguer avec ses deux, on va dire, deux directrices, mais la manière dont il le frame, dont il l'articule auprès d'elle, il y a un petit peu ce truc de, en fait, de toute façon, c'est mort, elles vont pas y arriver. Il y a, j'ai du mal à donner les détails, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que au-delà de ce qu'il fait concrètement, la manière, déjà comment il se sent par rapport à la situation financière, plus comment il se sent par rapport à elle, il est dans un état d'esprit où en fait il a un peu déjà perdu d'avance. Donc typiquement avec lui, ce que je vais faire, c'est que je lui dis ok, donne-moi un moment dans ton parcours entrepreneurial où tu étais face à une montagne, ça te paraissait impossible et tu as trouvé des ressources, tu as trouvé des solutions. Donc là il m'en donne un, là je vais le reconnecter à ce souvenir-là, comment tu te sentais physiquement, comment tu respirais, comment tu te tenais. Ok, cet homme-là que tu étais, si je le fais revenir dans le présent, qu'est-ce qui fait de différent? Et donc là typiquement il va me dire ok, je vais avoir la conversation avec ma directrice, mais déjà je vais commencer par la remercier pour tout ce qu'elle fait de top. Parce qu'en fait, elle ne m'entend pas, elle m'entend que sur le côté frustration que je lui exprime. Deux, je vais vraiment clarifier que moi, en tant que, donc lui, moi en tant que CEO, ce que je vais faire pendant les 6 prochains mois, c'est m'occuper de faire cette levée de fonds et je vais vraiment compter sur elle. Et donc ça va être des micro-détails de trucs qu'il faisait déjà. Typiquement, il m'a écrit une semaine après en disant que ça a fait une vraie différence dans son énergie. Donc ça, c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, c'est maintenant qu'on sait où tu veux aller, qu'on sait c'est quoi les blocages concrets externes et blocages internes, qu'on a changé la manière que tu as de regarder le problème. C'est la phrase d'Einstein qui dit tu peux pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience qu'il a engendré. Et souvent, quand on est frustré, bloqué, tendu, on n'est pas très créatif. Notre cortex préfrontal, qui est la partie devant du cerveau, qui est vraiment responsable de la créativité, quand on est tendu et stressé, on active l'amygdale et donc on n'a pas accès à nos pleines ressources. Et là, ce qui est top, c'est que maintenant qu'il est plus détendu, c'est-à-dire qu'il voit, je l'ai aidé à voir son problème, parce qu'en fait, je lui ai dit à un moment donné, je sais plus comment je lui pose la question, mais je l'aide à réaliser, via une question, que finalement, ouais, c'est ça. Donc je crois qu'il aime le foot, c'est ça. Donc il aime le foot, et je l'aide à réaliser qu'au final, là, il est face à un challenge qui est tellement élevé que s'il débloque ça, il crée peut-être le moment légendaire de toute sa carrière. Et oui, c'est-à-dire c'est aussi ce truc-là qu'il va vouloir dire à ses directrices. C'est qu'en fait, c'est pas juste c'est dur et c'est compliqué. Là, on a face à nous de quoi écrire une histoire différente. Ah oui, et ça me revient maintenant. Je lui dis, mais c'est quoi qui est vraiment important pour tes directrices? Et typiquement, il était peu connecté à ça. Il me dit, bah, l'une, elle a vraiment envie d'être considérée comme une des femmes influentes de ce secteur-là. Je dis, bah, en fait, tu vois, enfin, ça se fait sous forme de question, mais je l'aide à réaliser qu'en gros, quand il lui parle, il lui permet pas à elle de voir que ce challenge, c'est peut-être l'opportunité de sa vie de devenir cette icône de cette industrie-là. Donc ça change comment il se sent, mais ça va aussi changer comment elle se sent. Et bref, quatrième étape, maintenant qu'il est, déjà il se tient différemment, il respire différemment, là je vais basculer en mode stratégie. Et la stratégie c'est simple, c'est l'art de la stratégie, c'est ce à quoi tu dis non. Donc je vais lui dire, ok, quelles sont toutes les choses que tu fais aujourd'hui? Et parmi elles, à quoi on peut dire non? Depuis cet espace créatif, c'est quoi les idées les plus folles qui te viennent? Et te bride surtout pas. On appelle ça la pensée divergente, c'est-à-dire qu'on va s'ouvrir à des trucs qui semblent débiles. Et ensuite, on va faire une pensée convergente, c'est-à-dire parmi toutes les idées que tu m'as données, lesquelles te semblent pertinentes. Donc là, on se retrouve à éliminer des choses, à faire émerger des choses créatives, à en filtrer certaines,
Et après, une fois que j'ai la stratégie, c'est OK, concrètement, ça commence par quoi, quand, avec qui, comment. Et après, dernière étape, c'est le pré-mortem. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ferait que ça foire? Parce que souvent, la personne, parce qu'elle me parle et parce qu'on trouve des solutions, elle est dans une meilleure énergie. Mais après, elle va se reconfronter à la réalité de son quotidien. Et donc, je lui dis OK, maintenant, on va redescendre. Qu'est-ce qui ferait que tout ce qu'on a vu ensemble, ça foire? Et là, face à chacun des obstacles, on va trouver des solutions. Donc, tout ça, c'est pas des trucs que j'invente, hein. Typiquement, quand je dis j'invente, dans le sens, c'est pas moi qui ai créé ces trucs-là. Par exemple, le pré-mortem, c'est utilisé pour les astronautes pour les préparer pour les missions. C'était utilisé par les stoïciens avec préméditatio malorum, la préméditation du pire. Bref, donc c'est un peu ça le framework global. Et au sein de tout ça, on va rentrer soit dans le marketing, soit dans un conflit d'associés, sur le management. Et quel est, quand tu reçois des entrepreneurs, donc j'imagine que tu as aussi bien des gens qui débutent que des gens un peu confirmés, quel est le problème le plus récurrent que tu peux voir quand tu vas faire du coaching? Alors, en individuel, j'ai quasiment que des personnes qui ont des business à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant, je fais des coachings. Parfois, lors d'une formation, les gens vont poser une question, donc ça va se transformer en question. Là, je vais plus avoir des personnes qui débutent. Sur un plan pur business, de 0 à 1 million, ce que tu observes très souvent, c'est que les gens se dispersent, alors qu'en fait, la clé, c'est avoir une proposition de valeur qui marche pour une cible donnée, avoir un canal d'acquisition que je gère et une séquence, on va dire, d'éducation, de création de relations qui marche. La clé au début, c'est de tester plein de choses, plein de formats, plein de réseaux, plein de médiums, mais au bout d'un moment, d'en choisir un et de devenir une bête dessus. Et pareil, peut-être tester différents produits, mais dès qu'il y a un peu de traction, se concentrer dessus et itérer. Ça, c'est plus côté, on va dire, pragmatique business. Sur un plan plus interne, clairement, le gros sujet, souvent, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire la confiance que j'apporte assez de valeur, la confiance que... En fait, il y a plein de blocages du type. Les plus communs, c'est pas être à la hauteur, je suis pas à la hauteur. La peur de vendre, la peur d'être perçu comme surtout en France, comme un arnaqueur si je vends. Ça, c'est, je dirais, quand même 2 gros qui ressortent beaucoup. Le premier, il se résout comment? Il se résout en regardant dans sa vie passée les choses que j'ai accomplies. Parce que ça ne marche pas de se dire devant le miroir, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. La clé pour avoir confiance en soi, c'est de regarder ce que tu as déjà fait. J'adore quand j'interviewe Patrick Mouratoglou, qui était le coach de Serena Williams, et elle a une phase de doute, comme tout grand champion peut avoir. Il lui dit, ok, assis-toi, je vais te rappeler ton histoire. Tu étais la fille non préférée, voilà d'où tu pars, tu es Serena Williams. Et là, je te l'ai fait en version courte. Mais là, il lui rappelle ce par quoi elle est déjà passée. Et souvent, on ne se rappelle pas ce qu'on a déjà fait. Et ça peut être des fois pas en lien avec le business. J'ai une chef d'entreprise, je pense qu'elle fait à ce moment-là entre 5 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il me dit, voilà, je suis dans le doute, moi je manque de détermination, donc c'est du bullshit. Mais il suffit pas que je lui dise à la américaine, mais non, t'es une nana déterminée. Ça marche le temps qu'elle me parle, mais elle va oublier. Ce que je vais faire, c'est lui demander, ok, donne-moi un moment où tu as l'impression d'être face à justement de la difficulté, que tu n'as pas les ressources que tu manques de détermination, et tu as trouvé les ressources. Réponse classique, j'en sais rien, sauf que j'insiste, donne-moi-en un. Et là, elle me donne un truc qui n'a rien à voir avec le business. Elle me parle de sa grossesse, son troisième grossesse. Ça fait 5 heures qu'elle est sur les lits d'hôpital, elle en peut plus, elle en a marre, elle a envie d'abandonner, elle croit qu'elle n'y arrivera pas. Et à un moment donné, il y a un truc qui se débloque dans sa tête et elle accède à une force qu'elle n'a jamais sentie de sa vie. Et là, en fait, elle va au bout de l'accouchement. Et quand elle me parle, et tu vois, ça me met des frissons là de juste penser à ça. Quand elle me parle, mais tu verrais, son visage change, son regard change. Et c'est pas parce que je la booste, c'est une motivation qui devient intrinsèque. Et là, je lui dis, ok, cette femme-là, est-ce qu'elle est capable de résoudre X problème business? Elle me dit clairement. Et ça paraît basique, mais c'est un truc de fou. J'ai une nana chercheuse au CNRS qui, pareil, me dit non, là c'était un sujet perso, avoir une conversation avec son mari avec qui elle était depuis 20 ans. Elle dit non, j'en suis pas capable, j'ai trop peur, etc. On va trouver un souvenir qui n'a rien à voir. Elle est dans la rue, il y a un mec complètement fou qui arrive avec un couteau comme ça pour essayer de l'agresser. Elle fuit en courant, elle arrive à se sauver. Et là, elle a un déclic. Elle se dit, mais en fait, ce mec-là avait pas envie de me tuer moi. Il a envie de tuer une femme ce soir. Elle fait demi-tour. Elle va chercher ce gars. Elle trouve la police. Elle le fait arrêter. Pareil, quand elle me parle, mais tu verrais son visage, il était différent. Je lui dis, cette femme-là, est-ce qu'elle est capable d'avoir une conversation avec son mari? Le lendemain, elle l'avait. Pas parce qu'elle a essayé de se répéter qu'elle avait confiance en soi, mais parce qu'elle a vu quand dans sa vie, elle y a accédé. Et en fait, ce qui est fou, c'est que
en y retournant, elle réactive les mêmes circuits auxquels elle a eu besoin. Et donc, elle peut les réutiliser dans le présent. Ça, c'est de la confiance. Sur la partie vente, souvent, là, j'ai un ostéo, vraiment gros cœur, envie de servir, pas à l'aise sur la partie vente. Et en fait, je lui dis, ok, donc 2 questions. Un, comment tu sabotes ta mission de vie quand tu t'empêches de vendre? Et là, je vais lui poser en boucle jusqu'à ce qu'il voit qu'en fait, ne pas vendre, c'est vraiment ne pas servir les gens. Et à l'inverse, donne-moi à un moment donné dans ta vie où tu as osé vendre et au final, ça a été fluide. Et au final, le client, qui n'est pas forcément d'ailleurs un client, ça peut être un ami, tu as vendu d'aller faire une soirée, hein, une vente, peu importe la forme, ça a été fluide, la personne a été reconnaissante. Quand est-ce que tu as vendu auprès d'un de tes clients et au final, tu l'as aidé au niveau de son dos et ça a fait une différence. Et je vais le faire tellement de fois qu'au bout d'un moment, le conflit, la dissonance cognitive dans son esprit, entre vendre et servir, elle se dissout. Ça, c'est pour ceux entre 0 et 1 million. Généralement, 1 million et plus, il y a, dans les trucs courants, il y a la difficulté à ne pas. La difficulté à jouer le rôle de méchant avec les équipes. Souvent, le business, il a eu des phases de croissance et là, tu es amené à devoir licencier un tiers de tes salariés, peut-être promouvoir quelqu'un. Et donc, là, j'ai un chef d'entreprise qui faisait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il n'osait pas licencier. Et donc, à force de jouer le gentil, il ne prenait pas les décisions. On a bossé ensemble sur. C'était assez drôle parce que en apparence, ça n'avait rien à voir, mais sa relation avec son père, qu'il avait détesté comme étant agressif. Et en travaillant là-dessus, ça l'a aidé à avoir la vertu de pouvoir prendre des décisions plus fermes. Il a du coup licencié cette personne. Ce qui est au passage très drôle, c'est que ça a mobilisé les équipes parce qu'ils se sont dit mais est-ce que c'est vraiment le dernier moyen de le... Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Et au final, non seulement il est passé de 2 à 3,3 millions de chiffre d'affaires, mais en plus de ça, il a eu pour la première fois de sa vie une standing ovation de ses équipes. Parce que pour la première fois, ils ont vu un dirigeant qui quelque part n'était pas là pour être le gentil, mais là pour prendre les décisions dans l'intérêt commun des clients et des équipes. Donc il y a ça, il y a le regard des autres, parce que tu joues dans ta petite ligue locale et potentiellement aller faire les 100 millions et le milliard, pourquoi pas, ça peut demander un jeu politique, un jeu médiatique, ça peut demander... La réussite, elle attire forcément des gens qui veulent aller voir ce que tu fais, des journalistes qui veulent regarder ce que tu fais, et ça fait peur. On a quand même l'impression que c'est quand même beaucoup de psychologie, le coaching, et qu'en fait, tu es souvent là aussi pour aider un peu à débloquer une peur de quelqu'un qui l'empêche d'avancer. Alors, j'imagine effectivement qu'il y a des techniques comme ça bien établies, mais il y a un gros travail de psychologie du coup avec tes clients du coup. En fait, c'est que la stratégie et la tactique est indispensable pour avoir un résultat, mais sert absolument à rien quand la psychologie n'est pas alignée. C'est-à-dire que je peux te donner le meilleur script de vente au monde, fait par le meilleur vendeur au monde. Si dans ta tête, vendre, c'est arnaquer les autres et être perçu comme un enculé, 80% du temps, tu ne vas même pas vendre. Et 20% du temps, tu vas le faire tellement à contre-cœur que tu vas bafouiller, pas être à l'aise. Et le paradoxe, tu risques même d'être perçu comme encore plus le mauvais vendeur parce que tu le fais en n'étant pas à l'aise. Et c'est valable sur tout. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te forcer à te mettre sur les réseaux sociaux, tu peux te forcer à te mettre sur les médias. Mais si au fond de toi, t'es en mode « Ah, c'est dangereux ce que je fais », ça a beau être intellectuellement intéressant, tu vas pas le faire. Donc, je passe clairement la 50% de mon temps à aborder avec eux la partie stratégique. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent la stratégie, ils l'ont. Ou elle est pas loin, ils l'ont lu dans un bouquin, ils savent quoi faire. C'est juste que soit ils s'interdisent ce qu'ils savent qu'ils veulent faire, soit l'idée vient pas parce qu'en fait ils ont trop peur de ce que ça implique. Donc oui, je passe beaucoup de mon temps, mais c'est pas, ça serait être réducteur entre guillemets de s'arrêter à la peur, mais je vais les aider à être dans un état d'esprit où ils arrivent à être calmes, détendus, ils arrivent à être créatifs, ils arrivent à voir le business comme un jeu et pas comme une prison. Et en plus, c'est paradoxal, mais moi, les gens que j'accompagne, ils ont pas de problème financier en réalité. C'est dans notre tête. C'est-à-dire qu'on se crée des problèmes en mode « Oula, si ma boîte, elle fait faillite », mais en soi, ils sont en sécurité souvent financièrement. Mais c'est juste que tu es attaché à vouloir que ça marche. Donc, je les aide à prendre du recul, avoir de l'oxygène. Il y a aussi un gros travail de rentrer dans la psychologie de l'autre. La psychologie de mon client, de ma banque, de mon acheteur. Et ça, souvent, c'est ce qui leur manque. Je prends un exemple d'un chirurgien, dentiste qui essaye de vendre son cabinet. Et en fait, l'acheteur, donc sa femme est dans son cabinet. Et l'acheteur dit moi, je veux
j'achète, mais à condition que ta femme continue de bosser dans le cabinet, quoi. Et il était là en mode, mais c'est un enculé, pourquoi il demande ça, il coince. Et en fait, je dis, c'est mort. Tant que tu considères que ton acheteur, c'est un enculé, tu vas pas y arriver. Donc, j'aimerais vraiment qu'on rentre dans ses chaussures. Qu'est-ce que tu sais de lui? Comment il réfléchit? Qu'est-ce que tu as vu de lui? Comment est-ce qu'il s'habille? Comment est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qui est important pour lui? Ensuite, on va se mettre dans la peau de ta femme. Euh, qu'est-ce qui est important pour elle? Donc, je passe beaucoup de temps à faire de la psychologie, mais pas que de la peur. Typiquement, j'ai un footballeur, millions d'abonnés, il parle de son projet à sa femme, et sa femme le soutient pas. Il me dit, mais je comprends pas, ma femme, elle On me veut soutient. le nom. Non, je peux pas. Je connais. Bien Euh, sûr. ma femme me soutient pas. Et en fait, je dis, mais ta femme, c'est quoi son intérêt à dire oui au projet? Il dit, mais je comprends pas ta question, David. Bah, c'est quoi l'intérêt de ta femme à dire oui au projet? Mais c'est mon projet dont on parle. Mais j'ai compris. Mais c'est quoi son intérêt à elle? Et il était bloqué dans sa tête. Et enfin, et il y a qu'à partir du moment où il est rentré dans les chaussures de sa femme, de se rendre compte que elle, son projet, elle l'entendait comme déstabiliser la sécurité financière du foyer familial. Donc pour l'instant, c'était pas excitant pour elle. Je dis, donc qu'est-ce qu'elle veut, elle, dans sa vie? Qu'est-ce qui est important pour elle? Est-ce que c'est toi? C'est ses enfants? C'est un projet artistique? Mais tant que tu n'articules pas ton projet d'une manière qui fait que elle y voit son intérêt, what's in it for her, c'est mort. Donc ça, c'est aussi une grosse partie de mon travail, c'est aider la personne que j'accompagne à comprendre son associé, à comprendre sa femme, ses enfants, ses parents. On voit une assurance qui est comme assez incroyable, mélangée avec une expérience qui est assez folle. Est-ce que ça t'arrive de douter de toi? Mais moi, je doute tout le temps. Et qu'est-ce que tu fais du coup quand tu doutes alors? Est-ce que tu fais de l'auto-analyse ou comment tu... Bah déjà, je me fais coacher, ça c'est sûr, parce que peu importe les outils que je maîtrise, c'est quand même toujours plus difficile quand tu es la moitié du corps dans les sables mouvants, de réfléchir sereinement. Je suis serein quand je coach quelqu'un. Moi, c'est un jeu, ça m'amuse. Même si la personne m'annonce un problème ultra dur pour elle, c'est vraiment un jeu. Donc, c'est plus facile de réfléchir avec elle que pour elle. Donc, un, je me fais coacher. Deux, j'essaie de m'appliquer tout ce que je partage. C'est-à-dire que là, en ce moment, par exemple, ce matin, je me suis levé avec un mal de tête. Pourquoi j'avais un mal de tête? Parce que je me disais, putain, il y a des trucs qui vont pas au niveau marketing, des trucs qui vont pas au niveau recrutement. Là, il faut que j'aide l'équipe tech. Et je me disais, je vais jamais réussir à gérer tout dans la journée. Donc, c'était une prise de tête, justement, de savoir sur quoi mettre mon énergie. Bah, en fait, j'ai différents modèles mentaux qui m'aident. En fait, réaliser que. Voir le pire. Le pire, bon, je mets ma boîte dans le mur. Fondamentalement, je suis libre financièrement. J'ai une femme que j'aime. J'ai des parents que j'aime. Ça va en fait. Donc je suis en train de créer tout un truc horrible de quelque chose qui est pas si grave. J'essaie d'être conscient aussi de ce qui crée des émotions. Je disais avec ma femme hier, je disais, en fait, je me rends compte que j'ai encore mon ego qui est encore beaucoup attaché à ma capacité à résoudre des problèmes. Et donc vu que là je me confronte à des problèmes business qui sont plus gros que j'ai jamais fait, l'internationalisation, la partie tech, forcément je mets plus de temps à résoudre que d'habitude. Donc ça me frustre. Et au début, quand ça me frustre pendant un temps, ça va, c'est moteur. Et quand ça me frustre pendant longtemps, après je commence à me dire, en fait, ça se trouve, je suis nul, ça se trouve, je suis pas à la hauteur. Et après, j'essaie de prendre du recul sur ça, de me rendre compte que c'est juste mon ego qui attache mon identité à ce truc-là, que c'est un jeu et qu'au contraire, le genre d'homme que j'ai envie d'être, il apprivoise ce genre de moment comme étant au contraire le moment qui façonne l'homme que j'ai envie d'être, et qu'au fond, l'homme que j'ai envie d'être, c'est pas l'homme qui a des résultats, c'est l'homme qui est à l'aise dans le chaos. C'est l'homme qui joue avec l'adversité. C'est l'homme qui apprend à être serein, stable, qui a de la pensée critique quand c'est challengeant. Donc, du coup, je le vois plus comme étant une opportunité qu'un problème, au contraire, à ce moment-là. Donc, ouais, j'ai plein de phases de doute. T'as des personnes qui sont extrêmement extraverties, tu les mets sur des plateaux télé. Moi, je suis pas extraverti. Même si j'ai bossé sur moi, j'ai appris plein de techniques de communication, même si tu peux me dire, merci en soi, que je semble à l'aise, je suis encore extrêmement introverti. Tu me mets dans une... Là, j'ai été invité par Richard Orlinski, qui est, tu sais, le grand designer. Bon, je me retrouve dans une soirée. Moi, c'est pas facile d'aller aborder des gens que je connais pas. J'ai appris à le faire. Mais je connais des gens, pour eux, ils comprennent même pas que ce soit pas difficile, c'est facile. Donc, je doute à plein de moments de moi. Après, j'ai développé une batterie de techniques qui font que ce doute, il va pas prendre énorme place. Il y a une vidéo hier en tennis, là, comment il s'appelle, qui est incroyable mentalement d'ailleurs. Djoko, ouais. Et qui disait, j'ai pas moins de doute que les autres.
Je me suis juste entraîné à laisser passer ce doute et en fait le dissiper. Et ça, je pense que c'est ça là-dessus sur lequel je me suis beaucoup entraîné. Mais ouais, j'ai plein de doutes. Je sais pas si je vais réussir les défis que je me lance. Et quand tu coaches comme ça des gens, est-ce que tu apprends d'eux? Ah ouais, clairement. Non, mais déjà, tu vois, quand je te parlais de l'entrepreneur qui a fait une boîte enfin, qui a vendu sa boîte à plus de 100 millions, moi, je vais pas te cacher que le matin, j'ai un mix d'enthousiasme que je me dis, ah, c'est trop cool et tout. Et en même temps, j'ai une forme de tension parce que je me dis, moi, le plus gros chiffre d'affaires que j'ai fait en une année, c'est 12 millions. C'est pas 100, quoi. Et donc, je me dis, bon, bah, il a 20 ans de plus que moi. Le mec est réputé dans son industrie. Il me donne sa confiance. Donc, ouais, je ressens du doute. Et du coup, bah, j'apprends plein de trucs. Parce que je vois comment il réfléchit. Parfois, il me parle de trucs que je suis obligé d'aller sur Google pour essayer de comprendre sur des trucs très techniques. Tu vois, je me rappelle, un de mes clients il y a 6 7 ans, c'était un banquier suisse plutôt haut niveau, où bah, il me parlait de la gestion de dette, etc. Je comprenais rien. Donc je passais la moitié de mon temps à lui poser des questions pour qu'il m'explique, et l'autre moitié du temps à essayer, en dehors de la session, de comprendre de quoi il me parlait. Mais j'adore. Ouais. J'adore travailler avec des gens brillants qui n'ont pas besoin de moi pour réussir, mais qui potentiellement, moi j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas, qui est déjà je suis pas dans leurs problèmes, et deux, j'ai des outils de compréhension de leur psychologie, mais aussi j'ai des outils de créativité. Comment faire émerger des réponses, comment faire émerger des idées, comment penser de manière critique. Donc ouais, j'apprends beaucoup d'eux. Franchement, c'est un privilège d'avoir la confiance de gens différents. J'ai accompagné une actrice qui est franco-américaine, et donc je plonge dans son univers. Elle était stressée, elle avait peur de perdre sa voix sur un plateau, parce que ça lui était déjà arrivé. Donc du coup, après, c'est la phobie. Elle a peur de la perdre, donc elle la perd. Quand elle me parle de ses doutes, moi je me dis, ouais, en fait, j'ai les mêmes sous d'autres aspects. Et comment tu fais justement pour trouver les bonnes solutions? Est-ce que tu dois faire aussi, alors, je ne vais pas parler de mise à jour, mais pour te former justement régulièrement, toi aussi, aux nouvelles méthodes, aux nouvelles façons d'accompagner les gens, comment tu évolues toi-même dans ton temps en fait? Bah déjà, tu vois, là, j'hésite à me prendre. Ma femme, elle me pousse à le prendre, mais il est cher. Donc, je lui dis, ah, putain, là, je dépense déjà. Pour Noël? Ouais, mais c'est plus un truc récurrent. Mais bref, j'ai rencontré un coach que j'hésite à prendre. Et bah déjà, me faire coacher par lui, l'avantage, c'est que de toute façon, moi, j'apprends aussi, pas que sur le sujet où il me coach, mais j'apprends aussi comment il me coach. Donc, ça, c'est une manière d'apprendre. Après, je lis beaucoup. J'ad- Les livres, moi, enfin, pour moi, c'est incroyable. Je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point on a de la chance d'avoir des livres. Il faut se rendre compte qu'il y a 1000 ans, c'était réservé aux rois d'avoir C'est accès vrai. aux livres. Et quand des fois je vois sur Amazon des mecs qui disent ils mettent une étoile à un bouquin parce qu'il a été corné. Et le mec, il a mis 15 ans de sa vie dans un bouquin à 15 euros. Je dis, mais tu délires. Bref, les livres pour moi c'est incroyable. Donc j'apprends beaucoup via les livres. Un peu via des vidéos et des podcasts de gens qui m'inspirent. Beaucoup mes interviews, clairement. Je rencontre des gens qui me mettent des leçons d'humilité. Il y a des interviews où je finis l'interview et je suis en mode. Comme celle de Mathieu Stéphanie par exemple. Là j'ai été interviewé. Mais non, je parle de moi où Ah j'interviewe des pardon, gens. d'accord. Tu vois, j'ai interviewé le fondateur d'Alan. Et franchement, il est ultra smart. Je me suis dit, il est trop fort. Euh, donc j'apprends beaucoup comme ça. Et puis après, je fais des formations plus là de techniques d'accompagnement et de coaching régulièrement pour continuer de progresser. Et après, je pense que ce que les gens que j'accompagne aujourd'hui business aiment, c'est que je suis pas que coach. C'est-à-dire qu'on peut parler de recrutement, on peut parler de fiscalité internationale, on peut parler. Donc j'ai pas forcément fait ce que eux font à leur échelle, mais là on a reçu peut-être 30 000 candidatures cette année. J'ai licencié des gens, j'ai recruté. Donc du coup, ça, je pense qu'ils apprécient le fait que je peux switcher de ma casquette de coach à, je sais pas, consultant entre guillemets. Donc tu as monté il y a quelques années Paradox. Alors déjà, pourquoi ce nom? Parce qu'il est assez, il est assez paradoxe pour le coup. Et si tu peux nous en parler un peu en quelques mots du coup. Yes. Donc moi, j'arrive en 2018, 2019, je suis un peu allé au bout de mes rêves, nombre de vues, argent, nombre de gens dans les salles, et je commence à m'ennuyer un peu. Et je me dis, c'est quoi le prochain chapitre? Parce que j'ai vraiment besoin d'avoir des rêves qui m'inspirent. Et je peux pas être juste un Mr Beast qui enchaîne comme ça en boucle, j'arrive pas. Je pense que j'ai un côté artiste qui est très prononcé. Et donc je me dis, c'est quoi le prochain chapitre? Et donc je sais que je veux que ça soit dans le même domaine, B2C, international.
J'ai toujours été inspiré par Disney, Apple, Nike, pas parce que c'est des boîtes qui ont marché, bien sûr, ça joue, mais parce que c'est des univers artistiques très prononcés. Et donc, je me dis, voilà, je cherche à passer de personal brand à créer une marque qui puisse être une entité qui représente un développement personnel avec ambition, backé par la science, qui mélange performance et bien-être, parce que souvent on va être dans des courants très spiritualité bien-être ou alors très performance, mais c'est rarement les deux. Donc ça m'amène à pourquoi le nom. En fait, un des mots que j'employais le plus, sans me rendre compte, c'était le mot paradoxe. D'accord. Parce que l'excellence, pour moi, repose sur des paradoxes. Tu veux être un très bon communicant, tu vas avoir besoin effectivement de savoir parler, mais paradoxalement, l'art de savoir communiquer, c'est de faire des silences. Tu veux être un bon manager, tu vas avoir besoin, bien sûr, on parle beaucoup de management bienveillant, de savoir valoriser, soutenir, mais tu vas aussi avoir besoin, selon moi, d'être challengeant, d'être confrontant, de savoir faire des feedbacks difficiles. Tu vas avoir besoin d'être présent, mais paradoxalement, parfois besoin d'être absent. Et pareil dans la parentalité. Et en fait, tu vas le retrouver, cette idée, à plein d'endroits. Paradoxalement, la performance et le bien-être ne s'opposent pas. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui, on le voit avec LeBron James, qui est une des personnes qui a donc le plus grande durée de vie en tant que sportif. Et c'est une des personnes qui marche le plus sur un terrain. Il a une capacité à s'économiser qui est incroyable. Et donc, on se rend compte aujourd'hui que le sommeil, le repos, à la Einstein ou Steve Jobs, les marches, ces moments qui semblent être des moments où tu ne bosses pas, sont importants pour ta performance. On se rend compte aussi que si le matin tu te lèves pas pour performer dans quelque chose, tu vas peut-être pas être aussi heureux que tu l'imagines parce que l'être humain a besoin d'une quête. Et donc, c'est cette idée qu'en fait, souvent c'est les opposés qui permettent l'excellence. On est souvent dans un monde manichéen, c'est blanc, c'est noir, c'est mal, c'est bien, alors qu'en fait, c'est plus subtil. L'excellence pour moi, il y a une citation, je vais la paraphraser, je ne l'ai plus, mais qui dit « La mesure de l'intelligence, c'est la capacité à tenir dans ton esprit deux idées qui s'opposent sans devenir fou. » Et souvent, les gens adorent dire « Lui, il est comme ça. » Mais non, mais c'est complexe. Et donc voilà, c'est pour ça l'idée de paradoxe. Et après, j'aime bien la racine du mot, qui est qu'en fait, avant, ça voulait dire une idée à contre-courant. Et moi, j'admire les gens qui sortent du rang, qui challenge le statu quo, qui sont prêts à ne pas se conformer et qui assument leurs idées, qui assument ce qui est important pour eux. On a tellement peur du regard des autres, de la critique, même si on ne se l'avoue pas, que on se conforme de plein de manières. Comment on parle, nos projets, nos rêves, comment on travaille, plein de choses. Mais en fait, on est singulier, on a une histoire qui est unique, on a vécu des moments de notre vie qui ont été très durs, qui nous ont marqués. Tout ça, ça crée une couleur particulière. Et donc, pour moi, on a une manière de développer notre business qui peut être singulier, sauf que on ressemble à des clones. Et donc voilà, j'ai envie, moi, d'encourager les personnes à être eux-mêmes. Et quels sont les objectifs avec Paradox ? Donc, l'année prochaine, l'objectif c'est 1. Développer encore plus la partie produit et tech. Là, on vient de recruter un designer, UX designer qui a travaillé pour De Vialet pour qu'il nous aide à créer une expérience qui soit premium et wow. Là, la tech qu'on a développée, ça permet aux gens de connecter avec des personnes qui les ressemblent, c'est dirigeant avec un autre dirigeant, d'avoir un protocole structuré pour avancer sur la thématique de ton choix, que ça peut être business, créer une offre irrésistible, productivité, gestion du temps, pensée critique, et d'avoir l'IA qui apprend sur toi, qui donne du feedback personnalisé. Donc le but, c'est de créer cet écosystème premium tech de plus en plus l'année prochaine. Le deuxième but, c'est que c'est bien de faire du produit, mais il s'agit aussi d'articuler la valeur sur le marché. Donc là, je vais revenir en force sur la création de contenu et la partie presse. Et mon but à moi, c'est que je dis aux équipes, c'est je veux que la tech est suffisamment avancée pour qu'on aille aux US et que j'aille voir des créateurs US et je leur dise voilà ce qu'on a réussi à faire avec Paradox sur le marché francophone et avec juste David Laroche comme créateur de contenu. Imagine ce qu'on peut faire si tu deviens un peu le David Laroche de Paradox, mais version US, en signer plusieurs. Ça, c'est un peu le rêve de l'année prochaine. Et après, j'ai plein de trucs qui m'animent. J'ai envie d'avoir des lieux, comme on va en avoir un à Lisbonne, la Paradox House, créer de la recherche. Et qu'est-ce qui se passe dans ces lieux, du coup ? En fait, c'est que je crois que j'essaie de me demander qu'est-ce que l'IA va pas bien faire. Et aussi, qu'est-ce que l'IA va bien faire. Et je pense que dans un monde où l'information est de plus en plus une commodité parce qu'elle est de qualité grâce à l'IA, entre autres, les relations sociales, on le voit, les gens se sentent seuls, etc. Et donc, moi, je pense que mon rôle,
c'est de créer un écosystème dans lequel les gens qui ont envie de bosser sur eux, qui ont de l'ambition, pour qui l'ambition, c'est pas un gros mot, qui aiment le côté concret, scientifique, et aussi qui ont envie d'avoir une forme de ouverture de cœur et gratitude, que ces gens-là, ils puissent trouver une tribe qui les ressemble. Et donc, ces lieux, ça permet de se retrouver dans des endroits plutôt haut de gamme et connecter avec des personnes, pouvoir brainstormer, avancer. Il y aura peut-être des business qui vont se créer dans ces lieux. C'est un petit peu... il y a Soho House aux États-Unis et un peu partout dans le monde, plus pour les artistes. C'est un petit peu ça pour des personnes qui vont aimer le développement personnel, mais avec une signature un peu Nike, tu vois, en mode on est là pour être ambitieux. Ouais. Est-ce que c'est une envie personnelle ou est-ce que c'est complémentaire à ton travail? C'est en numéro un une envie personnelle, parce que des fois si j'écoutais l'équipe, on arrêterait les interviews pour faire que développer ma chaîne principale qui a 900 000 abonnés, et là où les chaînes d'interview elles ont 140 ou 150, je sais plus, chacune, 1000. Mais en fait, j'aime vraiment rencontrer des gens qui sont au top de leur domaine. Ça me nourrit de les rencontrer, ça me donne des anecdotes à raconter dans des conférences, dans des produits, dans des programmes. C'est aussi une belle manière pour moi de créer du réseau, parce que comme je te disais, je suis encore très introverti, et donc moi, là ce soir par exemple, je suis invité à une soirée un peu gala, donc il va avoir... chaque fois je sais pas ce que je peux dire, mais bref, il va y avoir Pierre Gasly par exemple. Euh, j'ai peu d'attentes envers moi-même que je vais faire des miracles dans ce genre de soirée. C'est possible. J'ai déjà réussi à créer des trucs comme ça, hein, dans des moments un peu comme ça, mais c'est pas l'endroit où j'excelle. Et donc, vu que je suis bon à l'écoute, je suis très bon pour écouter les gens. Entre autres, il y a mon métier de coach, et que je suis bon en prod et en post-prod. Du coup, l'interview, c'est un bon contexte en fait où la personne, quelque part, elle me voit dans un moment où je vais performer, où je vais être bon. Je vais être bon pour l'écouter. J'ai beaucoup d'invités qui me disent: ah, c'est trop bien, ta capacité d'écoute, elle est incroyable. Et avec lequel on va avoir des avant-après interviews où des fois, je vais pouvoir leur poser des questions un peu surprenantes. Donc, je les coache pas en sens formel du terme, mais je vais pouvoir leur apporter de la valeur. Et donc, ça marche bien pour moi. Et puis après, c'est toujours de la brand association, je sais pas comment, de l'association de marque. Et donc, c'est toujours, vu que Paradox, je veux le positionner pour les personnes qui aiment l'excellence, je suis assez radical avec l'équipe sur qui j'interviewe. Régulièrement, on me propose d'interviewer des gens où je sais que ça fera des vues, mais je dis non parce que je veux créer cet ADN de ok, quand Paradox interviewe quelqu'un, c'est logiquement quelqu'un qui est un numéro un dans son domaine. Et le but du coup de ces interviews, c'est quoi? C'est d'apprendre des choses, c'est de découvrir des gens? Ouais, c'est apprendre, c'est rencontrer, c'est pour l'audience de pouvoir aussi rencontrer des gens qui ne pourront pas rencontrer naturellement dans la vraie vie, sous un format qui est peut-être un peu différent que un GAD. Tu as des milliers d'interviews à la télé, mais il n'a pas l'espace pour lequel il va pouvoir rentrer dans l'intimité, s'ouvrir, aller sur des sujets plus profonds. Et donc, ça permet aussi à l'audience de découvrir des personnes un peu hors du commun, d'une manière différente que ce qu'ils voient dans d'autres médias ou même d'autres podcasts. Et est-ce que tu penses que du coup de faire des interviews comme ça avec des personnalités, ça t'aide aussi toi dans ta notoriété? Et est-ce que les réseaux t'ont aussi beaucoup aidé dans ton développement, pas personnel, mais professionnel? Non, mais les réseaux, ça a changé ma vie. Je ne sais pas à quoi ressemblerait mon business si on imagine qu'il n'y a pas les réseaux. Je ne saurais jamais parce que, comme je t'ai dit, j'ai fait mon premier chiffre d'affaires avec des ateliers conférences, mais vu qu'en parallèle, je fais des vidéos, mon produit reste présentiel au début, donc pas en ligne, mais très vite, les gens vont commencer à venir en conférence parce qu'ils me suivent en vidéo. Donc c'est très difficile d'imaginer à quoi ressemblait ma vie sans les réseaux. Donc ouais, non, ça a changé ma vie totalement. C'est vrai que sur les réseaux, on voit de tout et rien. Alors évidemment, toi, t'es un pionnier, donc il n'y a pas de sujet, mais on voit aussi beaucoup de coachs dont on ne sait pas grand-chose. Comment une personne qui veut se faire coacher, par exemple, doit choisir son coach? Sur quelle base? Quels sont un peu les critères pour choisir son coach? Déjà, c'est sûr que... En fait, moi, je comprends quand les gens, ils ont une mauvaise image de la formation en ligne, des créateurs de contenu de manière générale. Parce qu'on va pas se mentir, il y a beaucoup de bullshit. C'est des sommes d'argent qui, on va dire, dans un métier classique, n'existent pas. C'est-à-dire que tu as des personnes qui vont faire des 30 000, 40 000 euros par mois.
qui sortent de nulle part. Donc je comprends que ça perturbe. Donc j'invite du coup, c'est ça le point, à être vigilant auprès de qui j'apprends. Moi, tu vois, je peux faire sur autre chose, mais le nombre de fois où j'ai bossé avec des avocats qui ont les diplômes, hein, et franchement, que c'était des brels. C'est moi qui leur ai dit, mais vous avez vu là, dans la convention collective entre machin, tel truc. Ah merde. Attends, mais mec, moi je suis pas censé être avocat, donc les médecins, pareil. Des médecins où ça fait peur. Je dis pas que les médecins c'est un mauvais métier, hein, mais qu'on soit d'accord, mais les diplômes ça garantit un minimum. Logiquement, t'as pas un truc catastrophique, mais ça garantit pas de l'excellence. Je veux dire, Ray Dalio par exemple, que j'étais un de mes mentors, j'adore. Et le médecin qui est bon, il lui dit il faut enlever je sais pas quel organe. Et au final, il va prendre 3 médecins différents et il va s'en sortir en enlevant un micro-partie de son organe plutôt que tout l'organe. Donc, faut faire attention parce que le diplôme, c'est un élément de crédibilité, mais je dirais pas du tout que c'est le tampon absolu de vérité. Ça vaut le coup de le regarder. Quelqu'un qui sort de Stanford, on va pas se mentir, logiquement, il est pas bête, mais ça ne dit en rien tout. Donc, c'est un élément, je pense que clairement, en fait, ça va être le nombre de témoignages, le type de personnes qui font des témoignages, à quel point la personne, elle montre l'envers du décor de son produit, quel est le type de garantie qu'il y a pour pouvoir voir quand même de moi-même et pas être coincé, faire attention à tous les superlatifs, les promesses complètement délirantes. Globalement, l'alerte rouge, c'est quoi? C'est La Lamborghini à Dubaï. ouais, alerte, exactement. Mais globalement, en fait, quand la vente elle promet d'énormes résultats avec beaucoup de certitude et peu d'efforts, voire pas d'efforts, ça c'est une alerte rouge quand on me promet ça. Si en plus de ça, on me vend non pas par les caractéristiques du produit, mais par l'émotion qui est créée par un lifestyle, la Ferrari, la voiture, le jet, pareil, alerte rouge. Parce que ça va jouer sur la partie plus primitive de mon cerveau. Donc moi, je dis pas avec un jugement de valeur, c'est mal que ces gens fassent ça. Mais en tant qu'acheteur, de se dire, attends, pourquoi je suis en train d'acheter là? Oui, ok, il a une Lamborghini, mais qu'est-ce que ça veut dire? Potentiellement, il a eu cette Lamborghini en vendant un produit de merde à des gens auparavant. Ça dit en rien que le mec est bon dans son produit. Ça dit juste potentiellement qu'il a vendu à des gens. Mais donc, il y a ce biais à faire attention. Je pense que le gros intérêt aujourd'hui du contenu gratuit, c'est quand même que tu peux avoir un avant-goût de comment la Bien personne est, à condition, encore une fois, que tu suives la personne pour sa valeur et pas pour son lifestyle. Parce que voilà, tu fais une pyramide de Ponzi, t'apportes aucune valeur, et tu peux voyager en jet. Hein. Ça veut dire en rien que tu as de la valeur. L'autre aussi, c'est tous les biais aussi de confirmation, enfin les biais cognitifs. Donc par exemple, le biais du survivant, c'est pas parce que tu as un mec qui a fait fortune au crypto que ça veut dire qu'il maîtrise une méthode. Hein. Je veux dire, tu as des gens qui ont gagné au loto. En rien, ils sont des bons entrepreneurs. Ils ont juste eu de la chance. Donc, il faut faire attention à ça. Ouais, après, il y a plein de choses. On pourrait parler sur le biais du survivant. On pourrait parler de tes propres biais de confirmation. Il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi aussi, qui est une nouvelle forme de coaching. Et j'aimerais que tu me dises, ce que tu en penses, Ouais. si c'est une bonne chose ou pas, et si ça peut être complémentaire. Aujourd'hui, on se rend compte que même beaucoup d'entrepreneurs, ou même de gens à titre perso, utilisent ChatGPT, en tout cas l'IA, pour avoir des conseils en stratégie, des conseils en personal branding, des conseils dans leur coût, enfin surtout. Ouais. Est-ce qu'il faut s'en méfier ou est-ce que c'est complémentaire quel est ton avis sur ça? Pour moi, par exemple, diaboliser ChatGPT et dire que c'est nul et qu'il ne faut pas l'utiliser, ça serait quand même être assez fou parce que c'est assez incroyable ce que les IA peuvent apporter en termes de valeur. Je pense que l'erreur, c'est quand tu délègues ta pensée à l'IA. Typiquement, ce qui est vicieux avec les ChatGPT, si on prend le pur business, c'est que tu arrives, tu lui dis tes idées, etc. Et en fait, il va stocker en mémoire tes idées. Et c'est pire qu'un bon ami qui te dit, ou ta maman, qui te dit ton idée elle est top. C'est plus vicieux que ça parce qu'il va être capable de te donner des éléments hyper intéressants pour t'expliquer pourquoi ton idée elle est bonne. Ce qui fait qu'il va encore plus te convaincre de ton idée et potentiellement encore plus t'amener dans le mur. Donc moi, je pense qu'apprendre à utiliser les IA, c'est indispensable pour pouvoir avoir une longueur d'avance aujourd'hui dans le business. En revanche, je pense que apprendre à faire des prompts de qualité, c'est aussi indispensable. Ça vaut le coup, je trouve, parfois, de ne pas se précipiter sur ChatGPT ou autre, mais d'abord de se dire, ok, moi, qu'est-ce que j'en pense? Moi, quelles sont mes idées? Essayer de faire sortir de soi déjà sa première couche à soi d'idées. Ensuite, ça vaut le coup de challenger les IA en lui demandant, ok, c'est quoi les angles morts? Qu'est-ce qui ferait que c'est une mauvaise idée? Qu'est-ce que je vois pas dans ce que tu me dis? En quoi
c'est quoi les études qui contredisent ce que tu viens de me dire, pour la forcer et nous forcer à voir les angles morts. Et pareil, avoir une autre phase seule de ok, là-dedans, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui a du sens. Euh, Parce que je pense que voilà, l'IA, elle va vraiment clairement pouvoir accélérer ta capacité à apprendre, ta capacité à challenger tes idées. C'est un assistant, c'est un super conseiller avec qui tu peux échanger en permanence. Mais si tu lui délègues complètement ta réflexion, bah du coup, forcément, vu que c'est accessible à 10 euros ou c'est gratuit pour tout le monde, ça veut dire que demain, si créer une boîte, il suffit de faire un prompt, bah, les boîtes, elles auront pas de valeur ou elles auront une durée de vie de 2 semaines, quoi. Mais c'est vrai que tout à l'heure on parlait de stratégie, mais moi, j'ai déjà fait l'expérience pour le test. Mais par exemple, je lance une boîte, je sais pas, de tech, je lance une app. Je vais dire à ChatGPT, tiens, je lance une app, fais-moi un plan marketing, fais-moi un plan de com. Et au final, du coup, il n'y a plus forcément besoin d'agence. Alors, après, est-ce que c'est bon ou pas bon ça, Ah, mais par contre, ce qui est sûr, pour revenir sur ma réalisation souvent difficile, que la majorité des gens sont mauvais, la majorité des agences sont mauvais, la majorité des coachs sont mauvais. Encore une fois, j'ai dit médecin, qu'on soit d'accord, hein, c'était pas contre les médecins, hein. La majorité de n'importe quel métier, la majorité des designers sont mauvais. Et donc, l'IA, je pense qu'elle va être meilleure que la moyenne en fait. Et donc, c'est sûr que l'agence de base qui te fait ta roadmap un peu basique, t'en as pas besoin quoi aujourd'hui avec l'IA. Et t'en auras encore moins besoin dans un an ou deux. tu t'en sers beaucoup, toi, à titre perso? C'est énorme. Je sais pas combien de temps je l'utilise par jour. Ça va dépendre de mes journées. Mais si je suis journée de travail au bureau, je sais pas, je pense que cumulé, je suis à 2 3 heures par jour. Oh, facile. Sur quel outil principalement? Plutôt ChatGPT ou quel outil? Est-ce qu'il y a, ça aussi c'est intéressant pour les gens qui veulent avancer sur ça. Est-ce qu'il y a un outil par typologie où on peut aller un peu sur tout, ChatGPT, Perplexity Moi, j'utilise beaucoup ChatGPT et Gemini. J'essaie de voir. Bon, j'ai arrêté la phase dans laquelle j'étais à un moment donné de vouloir le truc à chaque fois qui venait de sortir. Parce qu'en fait, je me formais entre guillemets, puis après c'était obsolète et j'étais un peu dans une course que j'arrivais pas à gagner, c'était anxiogène. Donc là, je le fais, mais pas forcément en mode dès que ça vient de sortir, avec un peu de temps de retard, mais pas non plus 6 mois de retard. Et donc, par exemple, je me suis rendu compte que sur des textes très longs, Gemini Pro, je sais plus comment il l'appelle, est bien meilleur que ChatGPT, même à 200 euros par mois. Donc, je vais utiliser Gemini pour ça. Pareil sur la partie code, génération d'images, vidéo, Gemini très fort. Je vais utiliser beaucoup ChatGPT comme mon assistant par défaut. Après, on utilise différents IA pour la génération d'images, pour les réseaux sociaux, pour le motion design. On utilise une IA pour l'UX qui aide sur l'UX design. Bon, Figma a de l'IA maintenant intégrée. Où est-ce qu'on bah forcément Cursor pour le développement au niveau des équipes de tech. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre en IA? Oui, bah toute la suite Google, Google Sheet, etc. T'as de l'IA qui est intégrée. On n'utilise pas l'IA Notion, même si elle est top, mais vu que tu es obligé d'upgrade pour tous tes employés et qu'on est 45, je crois, dans Paradox, en soi, il n'y en aurait que 2 3 personnes qu'on aurait besoin vraiment, donc je le prends pas. Et sur l'aspect psychologique, est-ce que tu as déjà fait le test, par exemple, je sais pas, tu as coaché quelqu'un, tu lui as donné un conseil, et juste pour t'amuser, tiens, reprendre un peu le cas de figure pour voir ce que pouvait conseiller une IA? En fait, moi, ce que j'adore faire, c'est déjà. En fait, je trouve que l'IA de base, le ChatGPT de base, il est bon, mais il est pas exceptionnel. En revanche, quand tu lui donnes un cadre, là, il est. Par exemple, ce que j'adore faire, vu que j'adore lire, c'est. Moi, j'ai un process en gros où je lis sur Kindle, je vais surligner parfois l'entièreté de passages. Donc, si un chapitre est incroyable, je peux surligner quasiment tout le chapitre. Ensuite, j'ai une assistante qui prend l'extraction de mon Kindle et qui va me refaire un Google Doc à partir du Kindle. Donc potentiellement, si le livre est vraiment top, c'est pas, j'ai pas 3 pages, hein. Je vais avoir la moitié du livre en Google Doc restructuré avec une table des matières. Ce qui fait que je vais revenir dessus 2 semaines plus tard. Donc je vais avoir plus de rétention, parce que on appelle ça le space learning, c'est-à-dire quand tu reviens sur l'apprentissage. Donc déjà ça, je relis ce que j'ai lu depuis l'ordi. Mais là, ce qui est incroyable, c'est que vu que je suis sur Google Doc, j'ai mon chat GPT ouvert à côté. Et je vais pouvoir prendre les passages, je les dispatche en plus auprès de mes équipes en disant tiens, un tel passage, je vais créer des tâches avec pour moi ou pour les équipes, mais aussi je vais prendre des chapitres entiers, les copier-coller dans ChatGPT et dire ok, ça, comment tu l'appliquerais pour Paradox. Et ça me permet encore de mieux comprendre les principes des bouquins, d'aller plus loin, de voir des fois, en fait, au final, rien va aboutir de l'échange parce que je trouve pas de truc pertinent, mais parfois
ça va me permettre d'aller plus loin en fait que ce que j'avais lu dans le bouquin. Et ça, j'adore faire ça. Euh, Coaching, pas trop. Par contre, ce que je fais énormément, c'est tous mes meetings. Là, je construis une maison. Je discute avec le mec des fenêtres qui m'explique. Je suis un peu chiant en plus sur le côté ingénierie, donc j'essaye de Technique, ouais. comprendre vraiment c'est quoi la différence entre la teinte de la fenêtre, l'espacement d'air entre les deux. Donc, et vu que j'apprends en même temps, je mets ChatGPT en mode audio, ce qui fait que j'ai la conversation avec la personne. Et à la fin, moi, je peux. Déjà, ça me permet de comprendre mieux ce qu'il m'a dit, parce que des fois, ils sont allés très vite sur des termes techniques. La partie, la capacité de la fenêtre à gérer la température, la capacité à gérer la lumière, etc. Donc, déjà, je comprends mieux tout l'échange. Ça me permet ensuite de challenger l'expert, revenir en disant ok, vous m'avez dit ça, mais du coup, j'aimerais comprendre tel truc. Donc, ça, je le fais tout le temps. Dans la maison, il y a plein de trucs, hein. Les fenêtres, le parquet, le type de bois, les types de speakers, etc. Et donc, je vais le faire avec les avocats, je vais le faire avec les médecins, et je vais le faire des fois en direct. C'est-à-dire que je dis attendez 2 secondes, et là, j'échange avec GPT et je continue avec la personne. Parce que ça me permet de beaucoup plus être pertinent avec la personne avec qui j'interagis. Donc, je fais beaucoup ça, tous mes échanges externes. Et pour le coup, ChatGPT, j'ai déjà testé aussi. Souvent, quand tu parles de médecin ou d'avocat, il va souvent un peu dans le sens. C'est-à-dire que je me dis, si tu vas avoir un médecin qui te dit, tiens, tu vas prendre 3 Doliprane sur un jour, Ouais. il va aller dans ce sens-là, il va pas te contredire généralement. Sauf si tu le forces. Sauf si tu le forces à dire qu'est-ce qui est faux là-dedans. C'est ça que je fais beaucoup. D'accord. Je lui demande beaucoup de voir les angles morts. Les miens, ceux qu'on dit, tu vois, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est faux, c'est quoi les idées contraires, c'est quoi les études contraires. Et c'est intéressant de challenger les experts sur des choses. Ça permet en tout cas d'affiner sa pensée. Sur les coachings, du coup, vu qu'on a développé notre propre outil, je vais plutôt utiliser ça. euh, Parce que c'est formé par rapport à tous les protocoles de coaching qu'on a. C'est-à-dire qu'on a une école de coaching et c'est un de nos produits. Et nos coachs, ils utilisent Loop, entre autres, dans leur session de coaching, ce qui fait que Loop a accès au transcript, elle a accès à toute la connaissance de Paradox. Et là, elle peut faire un feedback au coach et au coaché, mais surtout au coach pour améliorer son coaching. Donc ça, j'utilise plus ça dans le contexte coaching. On s'aperçoit aujourd'hui aussi que les gens ont besoin un peu de physique. Donc, effectivement, tu nous racontais tout à l'heure que tu faisais pas mal beaucoup de coaching physique. Est-ce que tu as déjà pensé à passer dans des grands formats, dans des grandes salles? On voit par exemple les gens là qui partent en tournée, on voit certains experts immobiliers aussi qui font des zéniths ou des grandes salles pour un peu partager leur savoir. Est-ce que c'est un projet que tu as en tête ou pas du tout? Déjà, ce qui est drôle, c'est que moi, comme je te disais, avant le Covid, mon business était événementiel. Donc déjà, moi, entre guillemets, j'ai vécu mes fantasmes de louer le Pasino d'Aix-en-Provence en 2014. Donc c'est il y a 11 ans. C'était déjà une salle de 1400 personnes. Le Grand Rex. Donc j'ai déjà pas ce besoin, moi, de le vivre. En revanche, parce que à un moment donné, je faisais 150 jours ou plus d'intervention par an avant le Covid. Donc j'étais plutôt à en faire trop que pas assez. Maintenant, on va retourner à l'événementiel parce que déjà, ça fait du bien d'être au contact des clients. C'est bien l'internet, mais tu ressens pas les clients de la même manière. Ça fait du bien d'entendre leur partage, leur témoignage, que ça impacte dans leur vie. Et aussi pour les gens de eux-mêmes connecter avec d'autres personnes. Donc, on a toujours gardé un événement annuel. Ça, on n'a pas arrêté après le Covid. Donc, c'est un événement généralement entre 600 et 800 personnes. Mhm. Qu'on n'essayait pas de faire plus gros parce qu'en fait, après 800, le type de salle que ça demande fait que c'est pas du tout proportionnel le budget. Tu le sais très bien, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a aucun sens. Une salle de 1600 ne coûte pas 2 fois plus cher qu'une salle de 800. Elle peut coûter 4 fois plus cher parce que tu vas te retrouver dans une logistique généralement de chaises, d'écrans LED, du coup de caméras qui sont différentes, que tu as plus de monde. Et donc, ça fait que ton prix en fait, tu as un peu une forme de creux où finalement, la rentabilité max, elle est à 600. Et peut-être qu'après, il faut aller chercher du 2000, 3000 pour commencer à retrouver la rentabilité que tu as. Et c'est pas une idée du coup de passer à 2000 ou 3000 Si, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça demande, en tout cas, ça demande, je pense, d'avoir la bonne équipe et le bon focus. Parce que souvent, ce qui se passe pour moi, c'est que ça va être un projet parmi tout le reste qui va être un petit peu mis de côté. Et donc, du coup, remplir 2 000 3 000 personnes, soit faut que tu aies une audience type
Inoxtag, où là, en fait, oui, tu peux le faire en side project et ça va venir. Enfin, surtout quand on parle de pricing, bien sûr, la remplir 3000 personnes à 40 euros, Oui. c'est pas pareil. Mais si tu veux quelque chose qui est à 200, 300 euros ou plus, ça demande plus d'efforts. Donc, j'ai envie d'y retourner, mais je suis pas pressé. Parce que c'est vrai qu'on est on le disait tout à l'heure, on est dans un domaine où les gens veulent maintenant sans cesse apprendre, sans cesse évoluer. Et c'est pour ça qu'on veut les lieux, justement, parce que là, c'est des lieux de rencontre où, ma vision, les gens se rencontrent et ils se retrouvent qu'à 15 ou 20, quoi. Ce qui est encore où je suis pas là. Tu vois, on crée une structure et dans laquelle il y a des activités, peut-être de respiration, de sport, de brainstorming, qui est systématisée. Nous, on crée une méthode. Il y a bien sûr des gens de l'équipe qui seraient là, mais je suis pas là. Et ça, j'y crois aussi en parallèle du. Enfin, je crois beaucoup aux deux extrêmes. L'immense salle pour le côté un peu Tomorrowland, le show, et enfin, je crois à trois trucs. L'immense salle un peu festival, le petit rassemblement, là pour plus de la rencontre deep et profonde, et pourquoi pas la tournée qui est un peu plus la type spectacle entre guillemets, pour aller dans des villes locales. C'est un peu les trois formats où je me dis qu'il y a du potentiel pour nous. Parce qu'on voit quand même des créateurs de contenu. Je pense à Steve Pounou, je sais pas si tu connais, qui est un créateur sur tout ce qui est visible, hein, qui a rempli une salle à 800 places il y a un mois. Il y a Alex C'est un Henry. ancien client. Ah, parfait. Comme quoi. Alex Henry qui fait aussi tous les ans un événement à 1200 personnes à côté. Là, j'ai plus la salle, mais c'est dans les Yvelines. Et toi qui es un peu là-haut, comme on pourrait te comparer un peu au Harvey Specter, je sais pas si tu connais ensuite, une salle tu la remplirais assez facilement, du coup, avec ta force, ta conviction, ton talent et ta communauté. Tu as quand même, je sais plus, tu as 400 et quelques, presque 500 sur Insta, quasi 1 million sur YouTube. Tu as aujourd'hui, toi, cette communauté, cette expérience, cette expertise, et les gens en plus sont plutôt fans de ce que tu fais, du savoir que tu leur transmets. En fait, ouais, j'ai envie de refaire. J'ai mon événement annuel où les gens viennent me voir plus au mois. On a quelques intervenants type Kev Adams, etc. Donc ça, c'est quand du coup? Le prochain? Il est en mai ou en juin, un truc comme ça. D'accord. Donc ça, c'est cool. C'est plus parce que ça me donne un espace dans lequel je vais être vraiment au contact des gens. Mais la prochaine étape pour moi, c'est pas un événement de David Laroche. C'est un événement Paradoxe. Plus, je serai speaker. Alors, quelle différence pour toi? Dans un événement, on va dire David Laroche, je vais être là sur 8 heures par jour. Je vais être 6 heures sur scène ou 5 heures sur scène par jour. Sur 3 jours, par exemple. Et donc, ça va alterner des phases de plus formation classique, exercice à 2, à 3 et coaching live en direct où je prends des personnes dans la salle que je connais pas et je fais un coaching. Un événement Paradoxe, c'est un événement où par jour, max, je suis sur scène 2 heures et où potentiellement il y a plusieurs salles et donc plusieurs scènes avec des intervenants qui viennent entre une demi-heure à potentiellement une demi-journée. Mais les gens viennent pas voir David Laroche, ils viennent sur la thématique donnée parce que ça les intéresse un événement au développement personnel au sens large, tu vois, avec une scène peut-être plus carrière, business, une scène peut-être plus relation, etc. Et potentiellement tu viens en couple, t'en as un qui va voir la conférence sur l'investissement et l'autre qui va voir sur la communication non violente, tu vois, et ils sont ensemble, ils se ressemblent, ils se rejoignent à midi. Quand tu vois tout ce que tu as fait aujourd'hui dans toute ta carrière, tu te dis quoi? En fait, ce qui est drôle, c'est que à partir du moment où Paradoxe est né en moi, j'ai changé mes sources d'inspiration et j'ai commencé à lire. Là, je vois Phil Knight, Steve Jobs, m'intéressais beaucoup à Brian Chesky, qui est le fondateur d'Airbnb. Et en fait, du coup, c'est des gens qui sont tellement forts que, paradoxalement, je me suis senti plus petit en ayant plus de résultats après Paradoxe. Parce qu'en fait, du coup, vu que j'ai changé mes standards et que même dans mon domaine plus d'expertise, je vais regarder des Andrew Huberman qui sont chercheurs à Stanford. Donc, je sais pas si je réponds à ta question, mais en tout cas, c'est sûr que je n'ai pas dans ma tête le sentiment de I've made it. Si aujourd'hui tu avais face à toi David Laroche à 18 ans, quel conseil tu lui donnerais? Je sais pas si je lui donnerais un conseil parce que je suis content de la vie que je me suis créée et donc en soi, si changeait rien, ça serait très bien. Maintenant, à la limite, si c'était un David d'un univers parallèle, comme ça je joue pas avec moi-même, Stranger Things. euh,
pour moi, en fait, c'est l'humain, on fait tellement de choses pour être aimé, alors qu'en fait, au fond, il y a personne qui peut nous donner ce qu'on peut se donner à soi-même. Donc, j'aurais envie de lui dire, en fait, tu mérites de t'aimer. euh, voilà, profite de ta vie, kiffe, amuse-toi. C'est un jeu. Explore, fais des trucs différents. Et encore une fois, sois pas un clone de ce que la société met en avant. La vraie réussite, c'est pas des millions de vues. La vraie réussite, c'est te regarder dans le miroir à la fin de ta vie et te dire j'ai fait ce que j'ai pu avec le potentiel que j'avais pour exprimer mon potentiel. Euh, j'ai- donc ouais, j'aurais envie de lui dire voilà, va explorer ta singularité. T'en as rien à foutre de ce que les autres vont penser. Les seules personnes qui vont te critiquer, elles sont aigries par rapport à leur propre vie, ou alors elles ont un système de valeurs qui est tellement différent du tien que c'est pas intéressant. Et ce qui est magnifique, c'est que quand tu te mets en mouvement vers tes rêves, même quand ça foire, et j'ai plein de trucs qui n'ont pas marché, même quand ça foire, ça inspire des gens. Il y a des gens qui se disent putain, c'est inspirant ce qu'il fait, mais encore plus quand t'es jeune. C'est beau, il se bouge, il fait son spectacle, il part aux US, il fait tel truc, même si son anglais il est bancal. Et t'as des gens qui regardent, t'es même pas au courant d'ailleurs qu'ils te regardent. Et au bout d'un moment, ils viennent te voir et ils disent ça fait 3 4 ans que je suis ce que tu fais et c'est stylé, j'ai envie de faire un truc avec toi. Et donc on est effrayé de ce que notre famille va penser, de ce que les gens vont penser. Franchement, on s'en fout. Je dis pas que c'est facile de s'en foutre, mais c'est tellement puissant quand t'oses écouter le murmure à l'intérieur et que le murmure intérieur il est plus bruyant et plus fort que n'importe quel bruit extérieur de ce que les autres pensent. Et justement, quel conseil tu donneras à quelqu'un qui te dit j'ai peur du regard des autres? Ce qui en fait est le vrai problème de notre société aujourd'hui. Mais En fait, on a peur de ce qu'on pense. On a peur de choses lorsqu'on pense que ça nous dessert. Et donc, on s'arrête à la vision primitive que la critique, elle nous dessert. Que si, par exemple, t'as des gens qui parlent dans mon dos pour dire que je suis bête, que je suis moche, que je suis nul, que je suis pas pertinent, que je mérite pas, ou que ça soit privé ou médiatique, que ça me dessert. Mais en fait, la clé, c'est de s'arrêter et déjà de voir dans sa vie passée, je reviens toujours sur le même modèle mental, hein, quand est-ce que j'ai été critiqué? Pas forcément médiatiquement, mais par un pote, par un proche, et de se rendre compte que la critique, c'est une matière pour développer ta répartie, c'est une matière pour apprendre à t'aimer, parce que tu ne peux être affecté par la critique de l'autre que quand elle appuie sur quelque chose où toi-même tu as un doute. C'est-à-dire que si moi-même je me trouve pas si pertinent ou j'ai peur de ne pas l'être, effectivement, quand il y a un mec sur YouTube qui dit débile David Laroche, ça va m'affecter parce que moi-même je suis pas confiant. Mais c'est une opportunité d'aller me regarder moi-même, soit parce que souvent c'est vrai, on veut se croire hyper confiant, hyper bon, hyper pertinent, bah des fois le haters il a raison. Le haters il a raison que c'est pas pertinent ce que j'ai dit. C'est trop long, c'est pas assez efficace, c'est pas bien articulé, l'étude scientifique elle est pas bonne. Donc déjà, si je vois la critique comme une matière de développer ma répartie, une matière d'apprendre et aller plus vite, une matière de développer mon amour de moi-même et pouvoir assumer quand quelqu'un me dit David, t'es bête. Bah ouais, je suis bête sur plein d'aspects. Je foire sur plein d'aspects. Et donc, plus tu vois comment dans ta vie la critique t'a servi et que tu regardes dans le futur comment la critique peut te servir et que tu regardes aussi que les gens qui t'inspirent, ça n'existe pas quelqu'un qui t'inspire qui n'est pas critiqué. Tu prends, c'est l'exemple que je prends souvent, le film Gladiator que moi j'adore. Tu vas sur Allociné, tu filtres par une étoile. T'as des gens sincères qui disent jamais vu une daube pareil. Les acteurs jouent mal, le scénario est pourri. Moi je comprends pas, sincèrement. Je me dis mais comment tu peux trouver Gladiator pourri? Mais eux ils le pensent. Et donc moi pendant longtemps je pensais que si je fais du bon travail, tout le monde devrait être d'accord. Mais en fait, il y a une infinité de valeurs sur cette terre. Il y a toujours une personne qui va regarder les choses avec un angle qui est un peu différent. Et donc, quoi que tu fasses, aussi bon que tu sois, aussi fort que aussi intensément que tu puisses bosser, il y aura toujours quelqu'un qui va voir quelque chose de toi. Potentiellement, là, je suis avec toi. Et ben peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense maintenant en disant oh, bah c'est bien tout ça. Et sa famille. Et il a raison. Je suis avec toi, je suis pas en train de penser à ma famille à ce moment-là. Donc, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un qui va trouver quelque chose. J'ai essayé de bosser à fond la partie scientifique. Et du coup, il y avait des clients qui me disaient ouais, mais je préférais quand tu étais dans le flow. Là, je sens que c'est trop rigide. Et d'autres qui me disaient ah, c'est trop cool, parce que je sens que c'est plus bossé ce que tu fais. Il y a toujours quelqu'un qui va trouver que ça manque, etc. Donc en fait, au final, quoi que je fasse, je vais être critiqué. Ça n'existe pas quelqu'un qui fait quelque chose
de significatif qui ne l'est pas. Donc, ça résume le truc à un truc très simple. Va faire ce que tu kiffes. Va faire ce que t'aimes. Parce que quitte à être critiqué, autant au moins kiffer, quoi. Est-ce que c'est pas ça, justement, la vraie liberté de se dire, peu importe ce qu'on pense de moi, je m'en fous et j'y vais? C'est ça. Et je m'en fous, je pense que tu t'en fous jamais. Et je pense que le stade ultime, c'est même pas s'en foutre. C'est jouer avec. Bah, il y a des gens, je pense que tu dois aussi en avoir dans ton entourage, où en fait, est-ce que c'est un leurre ou pas, ou en fait, t'as l'impression qu'ils se foutent de tout, ils font leur vie, ils avancent. Non, il y a personne qui s'en fout. Il y en a qui disent qu'ils s'en foutent. Il y en a qui le disent même sincèrement, mais c'est pas vrai. Ils sont peut-être plus à l'aise que d'autres, suffisamment à l'aise pour avancer, donc ça les bloque pas pour avancer. Mais je connais personne qui s'en fout. Et des fois, tu t'en fous sur un aspect, pas sur un autre. Par exemple, peut-être que tu t'en fous qu'on dise que t'es bête, mais si je te dis que t'es égoïste, tu t'en fous pas. Peut-être que tu t'en fous qu'on dise ta vidéo elle est nulle, mais peut-être que tu t'en fous pas qu'on dise ouais, mais bon, regarde comment tu t'occupes de ton fils. On est tous sensibles. Ça n'existe pas quelqu'un qui est pas sensible au regard des autres. C'est une mythologie que certains aiment se raconter sur eux-mêmes. Mais on est tous sensibles. Et moi, dans mes interviews, je souris. Des fois, je dis rien, mais la personne me dit ça. Et elle se contredit sans s'en rendre compte dans l'interview elle-même. Elle montre qu'elle y est sensible. C'est pas grave, on y est. Par contre, il y a une différence entre j'y suis sensible. Si je reprends le truc de Djokovic, j'y suis sensible, j'ai des doutes. Et est-ce que ça me bloque? Est-ce que ça m'arrête? Mais je peux jouer avec avec le haters, avec la critique. Là, par exemple, j'ai un de mes posts que j'ai fait il y a quelques mois qui a performé. J'en ai fait 2 comme ça qui ont vraiment bien marché. Donc j'ai fait une séance de yoga. J'ai fait une story comme ça. Et j'ai un mec qui m'a dit gay. C'est un raccourci. Comment? Bizarre raccourci. Mais... Bizarre raccourci. Ouais. Et donc j'ai screenshoté le truc. Non, je lui ai répondu. Je lui ai répondu en disant que j'étais reconnaissant qu'il m'informe de ça et que j'allais mettre au courant ma femme parce que je savais pas que c'était aussi déterminant. Et bref, j'ai posté le truc et au final, ça a fait rire des gens, d'autres ça les a rendus, et ça les a énervés, pas moi, hein, que quelqu'un puisse dire un truc comme ça. Et donc là, au final, le moi d'il y a 8 ans, je pense que ça leur est saoulé un commentaire comme ça. Mais là, j'ai joué avec lui. Et donc, au final, mon haters m'a servi. C'est-à-dire que j'ai augmenté mon audience, j'ai augmenté mon reach grâce à lui. Bref, régulièrement, j'ai des haters et je fais des screenshots. parce qu'en fait, c'est tellement universel, la peur d'être critiqué, que si tu joues avec, c'est un cadeau qu'ils te font. Pour toi, c'est quoi les 3 qualités essentielles pour être un bon entrepreneur? Ou c'est quoi un bon entrepreneur pour toi déjà? Pour moi, le numéro 1, c'est d'être à l'aise dans le chaos. Je pense qu'en fait, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, c'est que du chaos. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'avances, tu dois prendre des décisions, tu n'as jamais les informations complètes, tu essaies de faire quelque chose que jamais quelqu'un n'a fait. Généralement, quand c'est ta première boîte, tu franchis des étapes que tu n'as jamais franchies. Donc, tu es incompétent en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, tu es compétent à gérer une boîte d'1 million, donc tu es promu après. Et du coup, tu dois recruter des directeurs. Tu sais pas comment recruter des directeurs. Donc en fait, tu es tout le temps face à des décisions dans lesquelles tu es incompétent. Le marché change, tes clients changent, le monde change. Et la capacité à être à l'aise dans l'incertitude, pour moi, c'est l'ingrédient numéro 1 de l'entrepreneur. Être à l'aise et voire même s'amuser quelque part de ça, même si c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, je comprenais pas au début, qui ont fait des études de malades, qui ont travaillé dans des boîtes de malades, qui sont brillantissimes, et qui galèrent en tant qu'entrepreneur parce que tu peux être brillant, être un travailleur, mais si tu es dans un grand groupe et le business model il est trouvé, que tu as déjà des équipes qui te sont attribuées, tu as un budget qui est attribué, ça veut dire que c'est facile, hein, mais ça veut dire que la complexité elle est ailleurs, elle est potentiellement sur résoudre le micro-problème qu'on t'a donné. Mais là par exemple, j'interviewais un des dirigeants de Revolut et il me disait voilà, moi j'ai réalisé que je suis pas un bon entrepreneur. Moi je suis bon pour faire du 1 à 100, mais je suis pas bon du 0 à 1. Je suis bon quand j'ai de l'argent, j'ai des équipes, je peux recruter des gens très bons. Mais me retrouver à démarrer et je dois faire de la fiscalité, de la compta, de la vente, du marketing, du montage vidéo, du management, du recrutement, du produit, de la tech, du dev, ça je suis pas bon. Et lui, il s'en est rendu compte. Et donc je pense que aimer le chaos, et ça m'amène sur le deuxième entre guillemets, c'est aussi aimer apprendre plein de choses différentes. Ce qui est peut-être un peu moins vrai si tu as 3 associés ou 4 associés, ou tu peux peut-être un peu mieux te dispatcher. Mais quand même, l'entreprise elle avance et donc tu vas avoir besoin de te laisser mourir et de renaître régulièrement. Après, tu as un peu deux grosses cases quand même d'entrepreneur. Tu as l'entrepreneur qui est plus une machine à vendre, et tu as plus l'entrepreneur qui est une machine à construire.
C'est rare que les gens soient les deux, mais c'est important de savoir ce que je suis. Est-ce que je suis une machine à pitcher, à faire des levées de fonds, à closer une banque, à closer des clients, ou est-ce que je suis un profil plus produit, ingénieur? Et soit je suis capable d'être les deux, mais si je suis pas capable d'être les deux, dans ce cas-là, il faut vraiment que je m'associe bien. Parce qu'on voit plein de boîtes qui meurent parce qu'elles ont été construites par... Donc la boîte qui est construite par le vendeur, généralement, elle se développe plus vite, mais elle crache. La boîte qui est développée par le produit ingénieur, elle sort pas de terre, quoi. Ouais. Il passe 8 mois à se faire plaisir, à essayer de faire des features. Donc ça, c'est, je pense, c'est pas un facteur commun, mais c'est en tout cas des schémas que je vois un peu. Et après, je pense que c'est l'amour, mais ça revient un peu sur le problème, mais c'est l'amour de résoudre des problèmes, hein. Quelle est ta plus belle réussite aujourd'hui? En tout cas, celle dont tu es la plus fière. C'est facile. C'est le, c'est l'impact qu'on a eu sur des milliers de vies. Ça, c'est le truc qui n'a pas de valeur. Tu vois, des fois, c'est un exemple que je raconte des fois. J'avais un rendez-vous avec un mentor qui avait une boîte de 500 millions. Aujourd'hui, il a passé le milliard d'ailleurs. Et quand je le rencontre, moi j'ai une boîte à 5 millions et je me trouve un peu petit à côté, enfin très petit à côté de lui. Du coup, je suis en mode, c'est pas bon d'aller dans un rendez-vous quand tu te sens petit. Tu peux respecter quelqu'un, mais quand tu te sens petit, tu vas bafouiller, tu vas pas prendre ta place. Et du coup, même quelqu'un de grand n'a pas envie, paradoxalement, d'être avec quelqu'un qui se trouve petit. Un Richard Branson, il a envie, même si tu as 20 ans de moins que lui, de sentir que tu sais qui t'es, quoi. Et donc je me disais, bon, je vais pas aller les rendez-vous comme ça. Et ce qui m'avait beaucoup aidé dans le rendez-vous, j'ai fait un exercice que j'aime bien faire à des clients quand ils ont des rendez-vous importants. C'est de me dire, lui, il a fait 500 millions de chiffre d'affaires, enfin, il fait 500 millions de chiffre d'affaires. Où est-ce que moi, je crée 500 millions à mes yeux de valeur, dans mes valeurs? Et justement, je m'étais dit, pour rien au monde, je prends son business. Si ça impliquerait de perdre l'impact que j'ai pu avoir dans quelque chose qui, moi, m'inspire énormément, qui est l'humain, la performance, le bien-être. Donc ouais, ça a une énorme valeur, c'est incroyable. J'imagine que tu dois aussi souvent avoir des témoignages plutôt forts de gens à qui tu as changé une vie. Parce que du coup, quand on coach quelqu'un et ça marche, du coup, il break et forcément, ça change toute sa vie, que ce soit pro et perso. Alors déjà, j'essaye de jamais me dire que j'ai changé la vie de quelqu'un parce que je pense que c'est un pas dans l'arrogance et c'est du poison. Parce que c'est toujours la personne qui change sa vie avec potentiellement des ressources extérieures dont moi ou dont Paradoxe. Mais ouais, en fait, franchement, donc tu fais ta vidéo à 1 million de vues, t'es excité, t'es content. Tu fais ton premier million, t'es excité, t'es content. Tu as 1 million sur ton compte en banque perso, t'es excité, t'es content. Mais quand t'as face à toi quelqu'un qui a les larmes aux yeux et qui te parle de son histoire et qui a fait un truc qui était fou pour elle, et ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être j'ai perdu 20 kilos, j'ai fait mon tour du monde, j'ai levé mes fonds, j'ai la maison de mes rêves. Je pourrais te montrer, on a un mur qui s'appelle le mur des 100 000 rêves, on accroche des photos. Il est dans l'autre pièce. L'énergie que je ressens, tu vois, ça me met les larmes aux yeux juste d'y penser parce que aucun million de vues, d'argent est plus fort que d'avoir de l'impact pour moi. Rien. C'est incroyable. Et une dernière question un peu plus personnelle. Est-ce que, du coup, comme tu as un profil pro parfait, est-ce que quand tu es chez toi en privé, tu arrives à être aussi parfait, du coup, avec ta famille Je me considère loin d'être parfait, hein, déjà même pro, hein. Euh, Forcément, des fois les gens ils pensent que le coach c'est un personnage, tu vois. Mais en fait, moi je coach tout le temps. C'est-à-dire que là j'ai croisé un ancien, à la Creator Week, j'ai croisé un ancien salarié et je lui demandais comment ça allait comme ça et il s'est marré en me disant ah tes questions ont manqué. Euh, et pourtant j'étais pas en train de s'être sur scène c'est un réflexe. Des fois ma femme elle me dit arrête avec tes questions. C'est-à-dire que c'est vraiment je suis le même là-dessus. Euh, Comment je suis? Bah forcément je suis plus vulnérable avec. Je pense que c'est ma femme qui voit le moi le plus vulnérable de toutes les versions de moi qui existent, parce que je vais lui partager des fois mes peurs, mon stress, etc. Euh, mais globalement, je pense que je suis le même.
Et est-ce que le coach a un point commun avec l'ostéo? Je m'explique. Souvent, quand tu vas à un dîner avec des amis ou à une soirée, t'es ostéo, il y aura toujours quelqu'un dans la salle Qui veut avoir. qui a mal au dos. Ouais. Est-ce que toi, c'est pareil quand tu vas à un dîner à titre perso avec des amis, ta famille, peu importe? T'as toujours quelqu'un qui dit ah bah tiens, au fait, moi, il m'arrive ça, qu'est-ce que tu me conseillerais? Alors, oui et non. Je pense que oui, un peu. Mais c'est pas aussi fort que l'ostéo. Parce que l'ostéo, il y a un côté. C'est drôle. Surtout pour les gens brillants. Le corps, c'est comme si c'était pas eux. C'est un peu comme un garagiste. Tu vois, t'es garagiste, tu peux me regarder ma voiture. L'esprit, il y a un côté plus intime. Et donc, c'est pas pareil que tiens, tu peux essayer de me remettre l'épaule, tu vois, dans la tête pour quelqu'un. Donc, il y a un peu moins quand même ce truc de. Tu peux pas essayer de. Ça le fait. Mais souvent, c'est pas aussi direct peut-être que l'ostéo. C'est plus que je pense que ma manière d'être avec les gens font qu'ils vont me confier des trucs plus rapidement. Je me rappelle, je suis dans un événement business, un mastermind entrepreneur en tant que participant. Et en fait, voilà, on est à table et en fait, par les questions que je vais lui poser, elle va me parler de ses challenges business et je vais me retrouver à la coacher. Mais c'est pas des demandes directes comme ça. Alors si, là j'ai un autre exemple, qui est le CEO d'ailleurs d'une boîte qui cartonne en ce moment. Et il est venu me voir en me disant... Mais non, lui, il est venu me voir en me disant, voilà, j'ai fait un coaching avec quelqu'un, j'ai pas aimé le coaching. Ça s'est passé comme ça. Et au final, moi, ça m'amusait. Donc du coup, ça s'est transformé en coaching. Et du coup, il était en mode, franchement, c'est incroyable, merci. Et donc, c'était en maillot de bain au bord de la piscine. Mais donc, ouais, ça se fait un peu différemment. À la limite, non, ce qui arrive Vas-y. plus, c'est pas aide-moi sur mon dos. Tu peux pas coacher telle personne. Ça arrive plus. Tu peux pas coacher mon ado, tu peux pas coacher ma femme. Ah oui, Euh, sur un plan perso du coup. ouais, ou même pro. Tu peux parler à mon associé. Donc, oui, les gens ont plus envie que le garagiste intervienne sur la voiture de l'autre, en fait. Je comprends. Pour terminer, j'ai un petit jeu à te proposer, je te donne des phrases. Alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, Ouais. c'est toi par rapport à ton avis. Tu me dis si c'est vrai ou si c'est faux. Vas-y. Ok. Vas-y. Le coaching est aujourd'hui trop galvaudé pour rester crédible. Je peux pas répondre à ça. La plupart des coachings est trop galvaudé. L'excellent coaching, je pense qu'il est largement sous-estimé et que les gens, si ils voyaient ce que c'est, ils comprendraient pourquoi Teddy Riner, il dit que la partie mentale, ça l'a fait gagner. On peut être un bon coach sans jamais avoir réussi financièrement. Alors, elle est compliquée. En théorie, un excellent coach peut coacher, comme je disais, sur des sujets sur lesquels il n'est pas expert. Mhm. Euh, Maintenant, si t'as les deux, t'es meilleur. T'as pas besoin d'être au niveau de Nadal pour coacher Nadal. Mais si t'as jamais fait de tennis, C'est compliqué. c'est dur. Le développement personnel crée plus d'illusions que de résultats concrets. Je suis incapable d'évaluer. Il y a beaucoup de bullshit dans le dev perso qui crée des illusions de manifester tes rêves sans rien foutre. Maintenant, je pense qu'on crache aussi beaucoup sur le dev perso et qu'on a une culture des cartes avec la pensée, ce qui est nos forces en France. Mais on ne veut pas voir aussi le nombre de personnes à qui ça fait du bien. Même des trucs qui, moi, je peux le trouver bullshit. Ça, c'est un truc sur lequel, des fois, j'oscille. Tu vois, que je vais critiquer moi-même le dev perso en trouvant plein de trucs bullshit. Mais des fois, je discute avec des gens qui me parlent de méthodes où moi, je me dis, oh non. Et en fait, si je les écoute avec humilité et calmement, bah, je me dis, ok, c'est pas ce que moi, je recommanderais. Mais ça a quand même apporté, ça leur a apporté. Donc, j'ai appelé ma boîte Paradoxe. Pourquoi? Parce que je pense que ça n'existe pas quelque chose qui a que des inconvénients ou que des avantages. Et le dev perso, je pense, fait du bien à beaucoup de personnes, ça donne du sens. Moi, je prône un dev perso ancré dans la science qui est fait avec sérieux. Et ça, je pense que c'est sous-estimé en France. Et je veux redorer la psychologie, la performance et que les gens voient ce que ça donne quand c'est bien fait. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de bullshit. Un coach doit être plus avancé que ses clients sur tous les plans. Non, il doit. Enfin, il doit. Ce qu'il doit maîtriser, c'est la gestion de ses émotions à lui quand il coach. Parce qu'en fait, si t'es émotionnel, tu peux plus coacher. Comprendre les biais cognitifs par lesquels passe son coach et lui-même. Et avoir des outils et des méthodes de coaching qui font émerger des réponses. Mais en soi, encore une fois, un excellent coach. Là, moi, demain, en fait, quand je t'ai dit par rapport à l'exemple de Nadal, la réalité, c'est que je pourrais coacher Nadal. Alors que je suis pas bon en tennis, j'ai fait un tout petit peu de tennis. Je sais pas si je serais le meilleur de la planète, mais je suis convaincu que là, sur certains sujets, je pourrais apporter de la valeur à Nadal. J'en suis sûr. Parce que
moi, ce qui va m'intéresser, c'est quand tu performes au mieux, comment tu t'y prends. Et mentalement, physiquement, etc. Et quand tu sous-performes, comment tu t'y prends. Et essayer de le faire conscientiser la stratégie de performance. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs, parce qu'on dit souvent qu'au tennis, dans les 100 meilleurs, la différence, elle n'est pas technique, mais elle est mentale. Ah mais ouais, c'est un sport tellement mental. C'est long. Quand tu vois les scores de Federer et qui dit qu'il est champion alors qu'il a, je crois que c'est que 55% des points gagnés. Ouais, 54, ouais, je l'ai dit en conférence. Ouais, c'est fou. C'est fou, ouais. C'est fou. Donc ça montre que t'as juste besoin d'être un peu plus que la moyenne pour être un champion. Non, c'est clair. Le coaching peut-il devenir une dépendance? Déjà, ça demanderait de définir qu'est-ce que c'est une dépendance. Comment on la définit. C'est dans le sens où, par exemple, je sais pas, quelqu'un a besoin de se faire conseiller, ça va marcher, et en fait, il va tout le temps vouloir progresser, donc tout le temps vouloir être coaché pour. Mais c'est pour ça que c'est important de définir la dépendance, parce que quand on la pose comme ça, on pourrait comprendre la question comme étant, comme voyant la dépendance comme un problème. Mais en fait, c'est comme dans la relation amoureuse. Est-ce que la dépendance, ça peut être mauvais? Évidemment. Est-ce que l'opposé, qui est du coup l'indépendance, c'est forcément vertueux? Non, l'humain, on est des êtres interdépendants. Ça veut dire que trop de dépendance, au point d'en oublier tes ressources, au point de te raconter à toi-même que tu ne peux pas être heureux sans cet homme, sans cette femme, c'est toxique. Reprenons le coaching. Pensez que sans ce coach, tu ne peux pas te créer une vie inspirante, tu ne peux pas faire former, tu ne peux pas réussir, c'est toxique. Par contre, l'opposé qui est j'ai besoin de personne dans ma vie pour être heureux et réussir, c'est toxique. Ça n'existe pas. Moi, j'ai grandi avec un papa qui se dit autodidacte. Mais c'est pas vrai. Ça ne veut rien dire autodidacte. Moi, je me disais autodidacte. Mais en fait, quand tu lis un livre, t'es pas autodidacte. T'as un mec qui a passé 15 ans à l'écrire. Et donc, c'est beaucoup des questions de perception. C'est-à-dire que tu n'es rien sans d'autres êtres humains. Moi, est-ce que je suis dépendant des bouquins? Je pense. Je pense que quand même, tu vois, hier, je regardais l'interview de Sarkozy, là, qui est sorti de prison. Ouais, je l'ai vu aussi. Ouais. Et c'est sûr que moi, je m'imaginais en prison, tu vois, à sa place. Et je me disais, c'est sûr que les livres, ça serait la première chose que je demanderais. Donnez-moi une pile de livres. Ah, t'as le droit à 3 livres, je crois. J'imagine que tu peux tourner une fois que tu les as. J'imagine. En tout cas, donnez-moi 3 livres régulièrement à lire. Donc en fait, tu vois, les gens sont dépendants à la musique, sont dépendants au cinéma, sont dépendants à plein de choses. Je pense qu'en fait, c'est vicieux au moment où l'alerte, c'est quoi? C'est quand l'idée de le perdre devient anxiogène. La majorité des gens savent quoi faire, mais ne passent pas à l'action. Ouais, clairement. La plupart des gens savent quoi faire, passent pas à l'action. Pas que parce que d'ailleurs... parce que souvent, on voit l'angle un peu du coach motivationnel ou même des vidéos business, il faut passer à l'action, etc. Mais il y a aussi des fois qu'en fait, t'as pas à faire ce que tu penses que tu dois faire. Parfois, la bonne réponse, c'est ne pas le faire. Moi, j'adore quand j'ai des entrepreneurs qui me demandent en disant « Mais putain, je galère à faire tel truc. » Je dis « Qu'est-ce qui te fait penser que tu dois le faire ?» Parce que là, tu pars du présupposé que c'est à faire. Mais je dis « Ok, qui t'a dit ça? Où est-ce que tu l'as lu ?» Et même s'ils me disent « Bah oui, tel mentor business. » Ok, en quoi il a raison? Qui a réussi sans prendre cette stratégie? Bah, j'en sais rien. Bah, ok, déjà, trouvons ça. Parce que ça me parle que ça puisse être à faire. Mais pour l'instant, c'est différent de quelqu'un qui me dit ça m'inspire, j'ai vraiment envie de le faire. Et là, je sens 2-3 blocages de peur, etc. Versus, quand j'entends le langage du type il faut, je dois, pour moi, c'est alerte rouge. Parce que quand tu écoutes le langage des gens, quand quelqu'un a vraiment envie de faire quelque chose, il te dit j'ai envie de faire ça. Ou alors il te dit je vais faire ça. Ou je fais ça. Quand les gens disent il faut dans une phrase, pas 100% du temps, c'est souvent qu'ils acceptent une méthode qui n'est pas assez alignée avec eux-mêmes, mais qui pensent que c'est la seule voie. Tu vois, la personne va me dire il faut que je prospecte. Je dis pourquoi? Bah parce que j'ai fait telle formation, il explique que mais en fait, ce serait quoi d'autre manière? Tant qu'on n'a pas vu les autres manières, tant qu'on n'a pas évalué parmi les différents choix, s'il n'y en a pas une qui est meilleure, je ne peux pas conclure qu'il faut. Parce que les il faut, c'est de la fainéantise en termes de créativité. C'est juste, t'as pris une idée, t'as essayé de la faire. Donc moi, j'aime bien challenger quand la personne me dit j'ai du mal à passer à l'action, et en fait, qui dit que tu dois en fait. Est-ce que le coaching est une réponse à tout? Je m'explique. Quand un entrepreneur, par exemple, traverse une solution difficile, peu importe, ou qu'il est dans n'importe quelle solution, est-ce que la solution, c'est le coaching? En fait, vu que tu me poses des questions noir ou blanc, tu as bien compris que je vais à chaque fois avoir du mal à répondre. Hein. Vas-y, est-ce que le coaching est la solution à tout? Non.
Mais est-ce que Alors, je précise ma question. Quand je posais ma question, c'est évidemment pas sur tous les problèmes de la Terre. Quand quelqu'un n'a pas d'argent, évidemment, le coaching n'est pas la solution, mais c'est plus d'un point de vue psychologique. Quand quelqu'un est au bord du précipice, qu'il a des problèmes, je ne parle pas sur des réponses concrètes à ces problèmes, mais en tout cas, au niveau de l'état d'esprit, est-ce que c'est le coaching la solution? C'est plutôt dans ce côté-là. En fait, ce qui est complexe, encore une fois, et ça va reboucler sur tes questions, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui sont mauvais. Et je dis pas ça pour parler de moi, parce qu'en fait, je cherche même pas à avoir plus de personnes en individuel, mais mon but c'est de développer Paradox. Donc je limite plus que j'essaie d'avoir des coachings. Mais oui, un excellent coach, je pense que c'est incroyable dans un moment comme ça. Parce que dans un moment d'anxiété comme ça, tu te sens au bord du précipice. Tu vois, j'ai eu un entrepreneur qui avait une agence marketing pour promoteur immobilier. Il lui restait je sais plus combien de mois de trésorerie. Et en fait, il était comme le chien fou qui panique. Tu sais, c'est comme quand tu es stressé, que tu trouves pas tes clés, elles sont dans tes mains. Ouais. Et là, lui dit attends, stop, on va respirer. Non, mais j'ai pas besoin de respirer. Si. On va faire une respiration là de 5 minutes déjà. Parce qu'en fait, toutes les idées que tu vas me sortir, quand tu es en mode primitif, c'est-à-dire que l'amygdale se met en route, au mieux, tu vas trouver des idées par rapport à ce que tu connais, par rapport à ce que tu as déjà fait. Ce qui est intéressant. Mais tu vas pas être créatif. Et la créativité, c'est mixer des trucs. Et donc là, je vais l'aider à un moment donné à respirer, à se calmer, à voir le truc comme une opportunité. Et dans la deuxième partie du coaching, il va m'avoir trouvé plein d'idées créatives de comment il peut résoudre son problème. Donc oui, je pense qu'un excellent coaching, c'est hyper pertinent. Et dernière question. Mais je ne l'opposerai pas à... Pardon. Oui, même c'est moi, excuse-moi. Je ne l'opposerai pas à... Enfin, je veux pas, tu vois, si tu as quelqu'un qui est spécialisé dans cette phase-là d'entrepreneuriat et qu'elle peut t'apporter des réponses, ça me parle. Par contre, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le problème du mentorat, moi j'aime avoir des mentors, mais le problème du mentor, c'est que souvent, il va, sans s'en rendre compte, imposer ce qui a marché pour lui sur toi. Et potentiellement, il s'est écoulé 20 ans, donc le monde a changé, et il n'est pas toi. Donc il n'a pas les mêmes valeurs, il n'a pas les mêmes croyances, il ne fonctionne pas pareil. Et ça, souvent, c'est un truc que... Là, j'ai une connaissance, un ami qui a été CRO, Chief Revenue Officer de grosses boîtes. Et là, il me disait qu'il est en train de se former au coaching. Et que justement, il se rend compte que ça lui donne un plus pour faire attention quand il donne des conseils à pas projeter sur l'autre ce que l'autre doit faire. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est ça qui est complexe dans l'accompagnement humain. C'est qu'il n'y a pas que l'histoire de la bonne méthode. On pourrait parler de, tu vois, people, method, fit, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'as pas une adéquation entre la méthode proposée et le fit, ça ne marchera pas, quoi. Est-ce qu'un bon coach doit parfois dire des choses inconfortables? Alors, ce qui est intéressant, moi, je crois beaucoup au fait de challenger, hein, c'est l'idée de Paradox. Mais challenger, tu peux le faire de plein de manières. Moi, je vais avoir des fois un style confrontant. Donc, des fois, dans l'école de coaching, les gens se disent « mais je ne peux pas faire ce que tu fais ». Mais je leur dis, confronter, tu peux le faire à ton style. Par exemple, le mode Colombo. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux challenger de manière très forte quelqu'un avec tiens, Benoît, c'est intéressant parce que là, tu m'as parlé de ça. Et la dernière séance, tu m'avais dit ça. Et en fait, ça me questionne sur à quel point tu le veux vraiment. Et tu vois, en fait, ça peut être très... Là c'est virtuel, donc je peux pas challenger. Mais si la personne, je lui mets un gros silence et je peux être doux, mais la personne elle va ressentir une tension. Ou par exemple, tiens, ça fait plusieurs fois que tu me dis que tu veux aller à l'international. Mais là, concrètement, en fait, dans les 6 derniers mois, ou même dans les séances qu'on a fait ensemble, t'en as jamais parlé. À quel point tu le veux vraiment? Et tu vois, c'est pas confrontant en mode machin. Donc ça peut être un style. Et après, tu peux avoir un style qui est plus en mode... moi, quand je t'entends, j'ai pas l'impression que tu le veux, en fait. Tu vois, là, c'est plus direct. Et après, tu peux, ce qui est moins... ce que je recommande, que tu peux plus te foirer, il faut être bien le maîtriser. En mode, moi, quand tu me dis ça, j'y crois pas. C'est limite de la PNL, en fait. Bah, la PNL, c'est... En fait, le problème de la PNL, c'est qu'il y a... Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une partie des choses qui sont pertinentes et une partie des choses qui, avec du recul, ont été invalidées par la science. Donc, je suis toujours mitigé parce que j'ai du mal avec les gens qui disent oui, la PNL, parce qu'ils ont lu la page Wikipédia, c'est du bullshit, etc. Alors que, mec, t'as des mecs à l'armée qui l'apprennent et l'utilisent, donc j'espère qu'ils sont quand même pas des débiles. Dont des négociateurs, par exemple du RAID. J'en ai reçu un qui me parlait qu'ils ont été formés à la PNL. Donc ça me fait rire quand les gens ils parlent d'un truc juste sur la page Wikipédia. Mais aussi, de l'autre sens, les gens qui m'en parlent comme étant
un peu l'ultime réponse. Effectivement, il y a des endroits, par exemple l'histoire des yeux, ça a été invalidé. Mais la PNL, elle est intéressante dans le fait que le langage et comment je joue avec les mots, ça va influencer les perceptions de la personne à qui je parle. Comment les images mentales que je vais créer dans sa tête, ça marche, c'est puissant. Merci David de nous avoir reçus dans tes bureaux Paradox. C'était très intéressant. Et je te dis à bientôt. Yes, à bientôt. En tout cas, j'espère que ça aura apporté de la valeur à au moins une personne. Ouais, je pense Et on a quand même abordé, je pense, plein de sujets différents, t'as abordé plein de thèmes, plein de choses, et il y a eu beaucoup, beaucoup de valeur, je pense, dans cet échange. Et en tout cas, ouais, je souhaite aux gens d'explorer des nouveaux trucs, de se mettre en danger, d'apprendre et de trouver leur voie, leur manière de faire dans le business. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. On parlait beaucoup de contenu. Tu as besoin de trouver le format qui correspond à ta zone de génie. Et moi, le truc qui m'obsède, que Naval Ravikant en parle beaucoup, c'est Specific Knowledge, qui est de se poser, de regarder ces 20 dernières années, ou même depuis ces 8 ans, et de se dire, c'est quoi mes zones d'intérêt qui ont toujours été là depuis des années? C'est quoi les endroits où j'excelle? C'est quoi les problèmes chez les autres qui m'inspirent? Et d'essayer d'aller à l'intersection des problèmes des autres, de mes zones d'intérêt, d'endroits où j'excelle, et de jouer à l'intersection des trois. Parce que je pense vraiment qu'à l'intersection des trois, tu as un avantage compétitif qui est énorme. Et les gens sous-estiment à quel point les compétences créent un effet cumulé. Moi, par exemple, il y a des gens que je considère, sur certains aspects psychologiques, par même neurosciences, bien meilleurs que moi. Un Andrew Huberman, par exemple. En tech, bien meilleur que moi. En design et créativité, bien meilleur que moi. Mais avec Paradox, j'essaie de jouer à l'intersection psychologie, technologie et créativité. Il y a peu de personnes qui jouent à l'intersection de ces trois. Et vu que je suis prêt à jouer déjà depuis 15 ans dessus, mais encore pour 40 au moins, forcément, chaque année, il y a des compétiteurs qui meurent. Des gens qui se lancent et qui disparaissent. Chaque année, moi, en revanche, je développe une finesse dans ces trois domaines qui grimpe. Et donc, ça me permet de créer des produits, des services, des vidéos auxquels, demain, le mec qui se dit « Ah, je vais faire du David Laroche ou je vais faire du Paradox », il va se casser les dents. C'est trop dur. Et en fait, beaucoup de gens copient des trucs et se demandent pas assez mon histoire de vie. Est-ce que ma vie, elle démontre vraiment, parce que j'aime me raconter moi-même, comment je suis? Moi, je sais que je ne peux pas être l'extraverti qui fait des vidéos comme ça. Par contre, je sais que j'adore le cinéma et que je peux faire j'ai le potentiel en moi d'aller faire des vidéos écrites, scriptées, storytellées, qui jouent avec la musique et qui peuvent faire 1 million de vues. Je dis pas que j'y arriverai à chaque fois, mais je sais que le potentiel que j'ai, il est là. Et donc voilà, on est dans cette ère du copier la trend. Moi, je dis, envoie chier ça. Trouve ta singularité, cherche-la, explore-la. Et quand tu commences à trouver que c'est le bon endroit, joue sur 10 ans. Tu vas tout casser. Fais les trucs durs. Les gens cherchent les trucs faciles, cherchent les hacks faciles. Moi, je dis à mes équipes, voilà les 8 trucs que Paradox va faire. Et pourquoi on va les faire? Parce qu'elles sont extrêmement dures. Si on arrive à faire ces 8 trucs-là, n'importe quel concurrent qui va essayer de s'y mettre va se casser les dents. Et c'est ça que je conseille aux gens. Écoute, merci. Merci beaucoup. Trop bien. À très bientôt, David. À bientôt.